Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette retranscription de l'étude Assurance Voyage Nouveau Monde, Nouvelle Perspective qui a été faite par le cabinet Valmen Consulting en partenariat avec la FG2A, la Fédération des garanties et assurances affinitaires, et avec le Cercle Lab. Je vous remercie toutes et toutes de vous être connectés ce matin, en ce lundi. Avant de commencer, je vous signale que vous avez un petit chat qui se trouve sur votre droite normalement. Je vous encourage à garder vos questions pour la fin de cette réunion, la fin de cette présentation. On aura un temps largement consacré à vos questions, vos interrogations. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans ce petit chat. Je vais essayer de les récupérer avec ma collaboratrice Catherine et essayer de toutes les lister. Donc, sentez-vous à l'aise, posez toutes vos questions, nous on les liste et on essaye de vous donner la parole. On essaye de vous donner la parole à la fin. Pour parler d'assurance voyage et puis pour compléter un petit peu la présentation de cette étude, on a plusieurs personnes avec nous ce matin, 4 personnes. Je vais commencer par présenter ces dames, si ces messieurs n'en veulent pas. Il y aura avec nous Céline Chopin qui est coordinatrice Market Management chez Alliance Partners Group et qui est également la présidente de la commission voyage de la Fédération des garanties et assurances affinitaires. Il y aura avec nous également Paul Cloître, qui est associé au cabinet Valmen Consulting, qui est avec nous. Patrick Raffort, le président de la FG2A, la Fédération des garanties et assurances affinitaires. Et puis enfin Marc Nabet, qui est le directeur digital et innovation de Valmen Consulting. Et c'est eux qui, ce matin, vont essayer de répondre à vos questions. Sophie Ozad, qui est aussi en charge qui est secrétaire générale, si je ne dis pas de bêtises, de la Fédération française des garanties et assurances affinitaires, est avec nous. Et elle pourra nous aider. Avant de passer à la présentation de cette étude, je vais laisser la parole à Patrick Raffort, le président de la FG2A, qui va un petit peu introduire cette matinée, nous expliquer finalement pourquoi est-ce que la fédération a conduit cette étude, qu'est-ce qu'elle amène, et puis finalement, est-ce qu'elle va peut-être en amener d'autres. Patrick, je te laisse la parole, c'est à toi, et puis on enchaînera ensuite. Merci Thierry. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous pour cette conférence Zoom justement sur l'assurance voyage. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les missions que la FG2A doit défendre et doit porter. L'une des missions, c'est notamment de mieux appréhender le marché de l'affinitaire. Donc, avec les différentes composantes, que ce soit au niveau des activités, des produits, des chiffres d'affaires associés et du potentiel d'évolution des différents segments. Alors, à l'occasion de la première édition du Master Club à Barcelone, nous avions conclu un partenariat avec Ceroni, Valmen Consulting et la FG2A afin de produire une étude sur l'affinitaire et sur le chiffre d'affaires lié à certains segments. Alors, ce segment, le segment de l'étude en septembre 2019 portait sur la partie téléphonie, banque et distribution. L'étude en question a rencontré un réel succès, tant à Barcelone qu'à l'occasion de la restitution quelques mois après. Et nous avons souhaité, avec Valmen Consulting et Ceroni, poursuivre sur cette voie et essayer d'aller sur un autre domaine. Et nous avons choisi ensemble l'assurance voyage. Et ces études permettent effectivement de construire la vision que l'on peut avoir, tant sur le segment français que aussi sur le segment international, puisque ça permet aussi de se comparer. Donc c'est vraiment très très utile. Vous verrez que cette étude, que nous avons eu la chance de lire attentivement, est riche d'enseignements dans un contexte particulier, puisqu'on est dans un contexte de Covid et avec un impact fort sur l'assurance voyage. Donc, je pense qu'il y aura un certain nombre de questions justement sur le futur et sur l'avenir de l'assurance voyage et peut-être aussi sur les évolutions. Je ne vais pas en dire beaucoup plus pour l'instant. Je voudrais juste remercier Céline Chopin, qui est la présidente de la commission voyage, qui a contribué très largement à cette étude. Et puis aussi tous les membres qui ont bien voulu accepter de donner leur vision de ce marché. Donc, je vais les citer. Donc, il y a AEG, Alliance Partners, Camca, Chubb, Grâce à Voix, La Parisienne Assurance, Mutued, Moonshot Internet, Sena, Verspiren, et également un non-membre pour l'instant, le Club Méditerranée. C'est grâce à vous tous
qu'on peut avancer tous ensemble sur le domaine de l'assurance affinitaire et connaître encore mieux le périmètre. Une toute petite chose encore, je vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est important. C'est important pour savoir quelle est notre actualité et puis aussi pour participer aux autres conférences qui auront lieu dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc n'hésitez pas, notamment sur LinkedIn, à vous abonner sur notre profil. Voilà. Je vais céder la parole à Paul pour la suite de cette présentation. Merci à tous. Merci Patrick. Donc moi, je vais passer un petit peu de temps quand même à vous présenter le groupe Valmen pour que vous ayez une vision de ce que l'on fait plus globalement. Donc le groupe Valmen est spécialisé en assurance. Il compte 80 collaborateurs et intervient sur trois domaines d'activité. J'ai un souci, Patrick, ou Thierry, si je mets la caméra, j'ai un souci de micro. Donc, je vois que tu sollicites la caméra, mais ça me pose des soucis de micro. Pas de problème, Paul. Faites sans caméra et on gère derrière. On vous entend bien, c'est le principal. OK. Donc, je disais que le groupe Valmen spécialisé en assurance comptait 80 collaborateurs. Et on intervient sur 3 domaines d'activité, donc succinctement la MOA, la partie conseil et une filiale plus récente qui adresse le marché de la déperdition financière. Valmen Consulting, plus précisément, accompagne la transformation des acteurs du secteur de l'assurance et nous intervenons également sur l'ensemble de l'écosystème de l'assurance, donc notamment avec les éditeurs de logiciels et les délégataires de gestion. Notre chaîne de valeur couvre des domaines tant opérationnels que support, c'est-à-dire au niveau opérationnel, le marketing et l'offre, la distribution, la gestion et la relation client, et au niveau support, l'audit, les risques, la conformité, l'organisation et les systèmes d'information. Donc, pour faire succinct et rapide, notre activité, c'est essentiellement d'apporter des prestations de conseil sur tout ce qui est stratégie opérationnelle, métier, organisation, système d'information et pilotage de projets complexes, que ce soit dans l'accompagnement à la définition de la stratégie et à la mise en action, parce que nous avons des équipes très opérationnelles, du métier d'organisation, qu'on soit de l'efficience opérationnelle à la conduite du changement et tout ce qui est autour du système d'information, que l'on soit en évolution ou en choix de système d'information pour travailler sur l'alignement aux besoins métiers. Mais en complément de cette activité principale, nous effectuons également un travail de veille et d'études important dont nous matérialisons les retours à travers des publications ou des podcasts en fonction de la profondeur des études. Et vous retrouverez sur notre site l'ensemble des réalisations, soit de benchmarks, soit d'études, soit de podcasts que l'on fait aussi dans le cadre de la veille réglementaire pour accompagner nos clients. Pour parler plus précisément de ce que nous avons fait, comme l'a dit Patrick, dans le cadre de cette étude sur l'affinitaire, en avril 2019, dans le cadre de notre partenariat avec la FG2A, nous avons lancé une étude sur l'assurance affinitaire autour de 3 types d'acteurs, comme l'a dit tout à l'heure Patrick, les opérateurs mobiles, les banques et la grande distribution. Cette étude ayant été restituée le 12 septembre dernier à Barcelone. Et nous avons enchaîné, fort de, comme le disait Patrick, de tout l'intérêt porté à cette étude et du besoin aussi qu'il y avait à connaître plus en profondeur tout ce marché. L'étude a été enchaînée de novembre 2019 à juin. Et c'est ce que Marc Nabet, qui a dirigé cette étude, va vous restituer ce matin, va prendre le temps de vous restituer dans le détail pour vous donner une approche précise. Vous verrez, il y a énormément d'éléments intéressants. Je vous propose de m'arrêter là sur l'aspect général. Bien évidemment, on est à votre disposition derrière, comme le disait Patrick, pour répondre à l'ensemble des questions dès aujourd'hui ou plus tard en fonction de la profondeur de vos questions. Et donc, dans la continuité, je passe la parole à Céline.
qui devrait ouvrir son micro. Céline, on ne t'entend pas. Oui, voilà, c'est mieux avec le micro. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie de participer à ce webinaire sur le résultat de l'assurance voyage réalisé en collaboration avec Valmen. Et en tant que présidente au sein de la commission FG2A, je voudrais moi aussi remercier chaleureusement en fait, l'ensemble des membres de la commission qui ont participé activement à cette étude. Patrick les a cités. Donc, l'assurance voyage, c'est au sein de l'assurance affinitaire un domaine d'activité qui pèse en France plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je ne vais pas évidemment dévoiler les résultats de l'étude Marc, mais je voulais rappeler que ça restait un domaine qui était concentré sur un petit nombre d'acteurs, puisque je crois que le top 5 représente à peu près plus de 75% de ce chiffre d'affaires. Donc, c'est un domaine qui est très concentré. La particularité de ce secteur, c'est sans aucun doute pour moi sa grande diversité, aussi bien en termes d'offres de produits que de formes de distribution. C'est un secteur extrêmement dynamique et agile. Preuve en est sa capacité à se réinventer au fil des événements, à s'adapter et à croître. Pour moi, c'est la bien-aimée de l'assurance affinitaire, dans la mesure où la valeur ajoutée apportée au client est indéniable. Prendre soin de lui partout dans le monde, le protéger 24 heures sur 24. Dans ce sens, la catastrophe mondiale sanitaire du Covid-19, qui a touché, Patrick le rappelait, de plein fouet le secteur du tourisme et de la mobilité. On a un arrêt brutal et total de l'économie touristique et une très lente reprise à venir va sans aucun doute bouleverser à nouveau le secteur de l'assurance voyage dans un futur proche. Nouvelles offres adaptées aux pandémies, nouveaux services de proximité pour rassurer les voyageurs et sans aucun doute élargir encore plus le marché de l'assurance voyage demain, avec une personnalisation sans doute encore plus accrue, basée sur des datas clients de plus en plus nombreuses, affinées et surtout contextuelles. Bref, si dans les mois à venir, le secteur de l'assurance voyage va continuer à souffrir, moi, il ne fait aucun doute qu'il saura faire sa mue et sera d'autant plus prospère qu'ensemble, nous saurons renforcer la relation de confiance que nous entretenons avec le consommateur. Cette relation de confiance est pour moi un enjeu stratégique au sein de la FG2A et je souhaite mettre au cœur de nos futurs travaux ce sujet dans les prochaines semaines. Voilà, donc je voulais rapidement donner un peu ma vision de l'assurance voyage et je passe la parole pour, je pense, la suite à Thierry. Merci beaucoup Céline. Avant de céder la parole à Marc et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais, comme l'a rappelé Patrick, rappeler que la restitution de cette étude s'inscrit dans la continuité d'une précédente étude sur l'assurance affinitaire qui avait été présentée au Master Club à Barcelone, événement que nous organisons cette année encore du 9 au 11 septembre et réunion grâce à laquelle, cette réunion peut se tenir grâce notamment à la FG2A et à Valmen qui sont des partenaires de longue date et qui pour le coup nous permettent un petit peu de donner corps au secteur de l'assurance, à faire des focus un petit peu métier et très concrets. Et pour le coup, je les en remercie une nouvelle fois. Pour toutes celles et ceux qui voudraient venir à Barcelone, et vous pourrez notamment y retrouver cette étude physique, puisque chaque personne qui sera inscrite retrouvera le petit carnet avec l'ensemble des restitutions de l'étude là-bas. Vous pouvez évidemment vous connecter sur le site du Cercle Lab. On vous accueillera avec plaisir et vous retrouverez Marc, vous retrouverez Paul, vous retrouverez Patrick et Céline et Sophie. Pour le coup, vous pourrez discuter un peu plus amplement. Mais pour toutes celles et ceux qui veulent nous rejoindre à Barcelone, n'hésitez pas, ça sera l'occasion de poursuivre les conversations autour de cette étude. Je propose, sans plus attendre, de laisser la main à Marc, avec qui, pour ne rien vous cacher, nous avons révisé hier soir et je pense que ça devrait rouler si je ne fais pas de bêtises. Marc, avec grand plaisir, je te laisse la parole et tu vas pouvoir un petit peu expliquer tout ça. C'est à toi et je te suis sur les slides. N'hésite pas à me solliciter si besoin. Et juste avant de te laisser la parole, je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat. Donc, n'hésitez surtout pas. Il y a un petit temps de questions-réponses avec tous nos intervenants à la fin. Voilà, je me tais, je te laisse la parole, Marc. C'est à toi. Très bien. Est-ce qu'on m'entend bien? Parfait. Très bien. Alors, on commence, on y va. Comme vous l'a mentionné Paul, Patrick, Céline, etc., Sophie, on a commencé une première étude autour de l'assurance affinitaire sur 3 acteurs qui étaient les opérateurs mobiles, les banques assureurs pour les assurances moyens de paiement et également la grande distribution. C'était une étude qui nous avait amené jusqu'au 12 septembre donc, à Barcelone. Dans la continuité, on a enchaîné sur l'assurance voyage, qui est un autre secteur à part entière.
et qui a commencé donc en novembre. Et comme on vous l'a expliqué, cette étude a été totalement impactée par un événement malheureux auquel bien sûr personne ne s'y attendait, qui est la Covid-19. Et du coup, ça nous renvoie au fait que déjà, on avait remarqué que l'assurance affinitaire était une vigie de nouveaux modèles opérationnels, de nouveaux modèles stratégiques dans l'assurance tout court. On s'est rendu compte que c'était aussi une vigie annonciatrice de catastrophes, de bouleversements, puisqu'au fur et à mesure qu'on menait les entretiens, on voyait, c'est ce qu'on explique, je vous cite un petit peu tout ce que vous retrouverez aussi dans l'étude plus précisément, les acteurs qui nous renseignaient sur quelque chose d'anormal qui se passait, une forte tension, des appels, une inquiétude croissante qui allait crescendo. Alors, ça a été bousculé. Une étude qui a été bousculée, mais qui a de toute façon toute sa pertinence, comme je l'espère, on va vous le montrer. Alors, l'enjeu, c'était de comprendre, avant, Thierry, s'il te plaît, avant, c'était de comprendre les évolutions de l'assurance voyage. Avant, c'était l'assurance affinitaire dans son ensemble, puis là, plus récemment, c'est l'assurance voyage. Alors, pourquoi il s'agissait de comprendre cette évolution? Tout simplement parce que déjà, on peut dire que depuis les années 80, on a un bouleversement du tourisme et du voyage avec l'émergence des classes moyennes. À titre d'exemple, les touristes chinois, c'est les premiers émetteurs, la Chine est le premier émetteur de touristes au monde et le troisième en termes de pays de destination. Donc, il y a un changement total du tourisme qui s'est totalement internationalisé et qui est porté notamment maintenant, il faut regarder quand on regarde l'assurance, l'innovation, y compris bien entendu vers l'Est. C'est ce que montre ce graphe. La deuxième chose, c'est l'ubérisation. Vous voyez bien, on y reviendra, que le voyage, le tourisme, c'est quelque chose aussi qu'on se construit maintenant en amont via Internet. On va éventuellement dans les agences, on revient chez soi, on finalise tout ça. En tout cas, il y a une forme d'ubérisation du tourisme qui est en marche. Enfin, et c'est ce que l'on avait vu lors de la première étude, il y a la transformation digitale, on peut dire une forme de révolution digitale qui est en cours et qui bouleverse aussi le rapport non seulement à l'assurance voyage, à l'assurance tout court, au risque même. Alors, maintenant, ça c'était avant Covid, puis il y a eu le Covid. Alors, on va faire un petit détour historique quand même, parce que l'histoire nous apprend quand même beaucoup de choses. Tout d'abord, est-ce que c'est une période inouïe, ce que l'on a vécu? Alors, on commence notre étude à travers un rappel historique, qui n'est pas à côté du sujet, contrairement à ce qu'on pourrait croire initialement. On commence par les notions de peur bleue, de hantise du contact, d'un impossible vaccin, d'une incompétence de l'État et des élites politiques, de l'impuissance de l'Académie de médecine, d'un comité d'hygiène qui propose à un État qui dispose, d'une grande machinerie de commissions sanitaires, des communes défaillantes sur le plan de la salubrité et de l'hygiène, un secret médical mis à mal, et enfin une indécision sur les frontières à fermer, sans compter une désinfection des lettres et des colis. Alors, on commence cette étude, ça c'était pas au moment du Covid-19, c'était en France, à Paris, notamment en 1830, c'est ce qu'on appelait la période du choléra et de la peur bleue. Donc vous voyez, on se pose la question finalement, ce Covid-19 et ce que l'on n'a pas vu venir, c'est tout simplement, il est possible que l'Occident a oublié ce que c'était une pandémie et tout ce que ça signifie aussi en termes d'assurance, puisque le risque pandémique, quelque part, n'était pas du tout prévu, notamment parce que c'est aussi un risque systémique. Petit retour vers l'histoire également, c'est bien sûr la grippe espagnole, plus de 50 millions de morts. Ici, vous voyez une photographie où une personne mentionne « porter un masque ou sinon vous allez en prison ». On aurait tendance à dire que finalement, rien de nouveau. C'est ce qui était frappant au fur et à mesure. Alors plus récemment, c'est la grippe de Hong Kong de 1968-1969, donc qui est partie de Hong Kong. Et un journal très sérieux comme le Times en 1969 n'hésitait pas, comme on a pu le voir aussi de nos jours, à diffuser des fake news, et notamment de lettres d'un lecteur qui a été diffusée, puisqu'il mentionne, le Times en 1969, un lecteur qui mentionnait, puisqu'elle a été confectionnée en Chine continentale dans les laboratoires secrets, on devrait l'appeler Fu Manchu. Donc, vous voyez, on a l'impression que finalement, rien de nouveau et que est-ce que finalement la Covid-19 va bouleverser le monde et également l'assurance voyage? Eh bien, c'est une question qu'il faut se poser. C'est une question, alors on peut penser que c'est une période finalement pas si nouvelle que ça, si ça l'est quand même, parce qu'une pandémie à cette échelle et surtout un confinement mondial, à ma connaissance, il n'y a aucun précédent
historique. C'est ce que vous mentionne ce graphe et vous verrez que ça a un impact considérable sur le chiffre d'affaires. Céline vous en a déjà parlé, de l'assurance voyage, de l'assurance tout court. Ensuite, c'est les réseaux sociaux. Vous voyez que ça, c'est tout à fait nouveau. L'instantanéité, on est encore plus dans une société d'immédiateté et que les réseaux sociaux, le temps réel, avec des nouvelles extrêmement anxiogènes et à la fois contradictoires, c'est tout à fait récent. Donc, la question se pose, c'est ce qu'on va voir dans la slide suivante, est-ce que finalement le monde va changer avant Covid et à post-Covid? Alors, on pourra en reparler dans le cadre de débat sur notamment l'assurance voyage. Ce qui est sûr, c'est qu'une crise et une catastrophe, c'est toujours un accélérateur de transformation. Hein, que ce soit les guerres, les catastrophes naturelles, il se passe des choses. Maintenant, l'étude n'est pas obsolète, y compris sur les chiffres d'affaires que l'on a collectés, parce qu'il est probable que d'ici 3-4 ans, du moins c'est ce qu'on l'espère, 2-3 ans, il y aura un rattrapage qui se fera et que l'histoire aussi nous apprend que quelque part, les pandémies sont un grand révélateur des solidités, des fragilités, des contradictions et particulièrement des inégalités, mais comme l'explique l'historien Joël Chandelier dans un article récent, tout ne va pas changer. Il y aura une accélération, mais notre étude, du coup, qui a été faite avant Covid, on l'a commencé avant, puis elle a été bousculée pendant le Covid, eh ben, elle est, à mon avis, tant quantitativement que qualitativement, tout à fait actuelle. Alors, le périmètre est participant de la méthodologie. On reprend exactement ce que l'on avait fait lors de la première étude, mais c'est le périmètre naturellement qui change parce que déjà, la question qui se pose, c'est quand on parle d'assurance voyage, qu'est-ce qu'une assurance voyage? On a énormément de garanties, un écosystème très riche de différents acteurs, entre assureurs, assisteurs, courtiers, agences de voyage, agences online, etc. Alors, on s'est concentré sur l'ensemble. Quand on a posé la question quel est le chiffre d'affaires, on a demandé quel était le périmètre naturellement. Alors, on peut dire que les grandes garanties que l'on retrouve systématiquement, c'est quand même les assurances annulation, retard, c'est la composante assistance, notamment rapatriement et hospitalisation, frais de santé à l'étranger, c'est tout ce qui est destruction de bagages, perte de bagages, vol de bagages, et enfin, vous voyez qu'il y a on a aussi de la protection juridique, etc. etc. Donc, on a un périmètre assez large, probablement plus large que ce que l'on a dans d'autres industries. Les acteurs de l'étude. Alors, les acteurs de l'étude, on a contacté 21 assureurs, courtiers. Alors, on va les appeler assureurs dans un sens large et abusif, puisque en fait, on a aussi des courtiers, donc qui ne sont pas des porteurs de risques, mais des assisteurs, des assureurs, des courtiers, des insurtech, etc. Et c'est finalement un panel assez représentatif du secteur, puisqu'on a des filiales de groupes étrangers, des acteurs historiques français, on a des insurtech, on a des courtiers, donc des acteurs pure players. Donc, c'est assez représentatif. Vous voyez que 11 acteurs ont joué le jeu sur 21. Il y en avait 2 qui étaient tout à fait ouverts à participer, mais le Covid est arrivé et ils ont été totalement absorbés par les chantiers à ce moment-là. Ensuite, on a un seul acteur sur les distributeurs de voyages contactés qui a répondu. Ça nous renseigne déjà sur l'importance de la veille, de l'articulation des fois entre distributeurs et assureurs, puisque un seul, et on les remercie, c'est le Club Med qui a accepté de participer à cette étude. Enfin, comme pour la première étude, sur les 3 secteurs que l'on avait mentionnés, on a donné la parole à un assureur international. Cette fois, c'est Alternative Insurance Company qui a été primé pour toutes ces innovations, y compris par le Bureau international du travail, la Banque américaine de développement. C'est un acteur qui je travaille depuis des années et qui est en Haïti. Et ça nous renseigne que quelque part, les problématiques que j'ai pu voir sur l'assurance voyage ou l'assurance tout court, on les retrouve sous d'autres formes dans un pays qui est naturellement exposé à plus de risques que ce que l'on a actuellement chez nous. Donc, il y aura une interview à la fin de l'étude. Alors, la méthodologie. La méthodologie, on reprend la même méthodologie que dans la première étude, à savoir, on a fait un questionnaire quantitatif où il s'agissait de recueillir des indicateurs sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Ensuite, des indicateurs, plutôt un questionnaire qualitatif de 42 questions
qui nous parle de nouvelles tendances, d'entrants, de concurrence, d'impact juridique, sur l'évolution de la distribution, etc., etc. Ça, c'est un questionnaire qui a été complété. Ensuite, les réponses ont été complétées par des études que nous ont fournies l'AFG2A, que je remercie, et également tout ce qu'on a pu voir sur les publications, le web. Donc, on a des sources primaires et des sources secondaires lorsqu'on fait une étude. On a posé 15 questions complémentaires dès fin mars, avril, mai, y compris donc à l'ensemble des acteurs, qui nous a permis d'avoir quelques enseignements sur l'impact du Covid. Par contre, soyons clairs, on est en pleine analyse de ce sujet chez les acteurs, sur les traitements de dossiers. Personne ne vous dira l'impact à court, moyen terme et actuel, puisque les chantiers sont actuellement menés par l'ensemble des acteurs. Et enfin, donc on a eu ces entretiens, on y a des questionnaires, on a complété les questionnaires par des entretiens donc, menés avec l'ensemble des acteurs pour compléter l'ensemble des informations. Alors, l'analyse quantitative. Céline vous en a parlé. On est entre 480 et 530, probablement un petit peu plus même que 530 millions d'euros. C'est une fourchette haute. Et vous voyez déjà, premier enseignement, c'est quand même encore un marché porté par les cartes bancaires où nous trouvons les assurances voyage. On a mis 50%. En réalité, on pourrait faire des ventilations. Il est possible que ce soit un marché qui tend maintenant vers les 40-45% en cartes bancaires par rapport à l'évolution des autres réseaux de distribution. Les agences de voyage sont quand même le deuxième contributeur de l'assurance voyage. C'est ce que l'on peut voir aussi dans ce camembert. 75% du chiffre d'affaires du secteur est tiré par les 5 leaders du marché qui sont des assisteurs. Alors, première question, qu'est-ce qui fait que les assisteurs sont leaders du marché alors qu'on voit que c'est un marché de cartes bancaires? Les assisteurs sont quand même derrière les cartes bancaires également. Ils s'appuient sur les banques assureurs. Alors, en reposant, en intégrant le chiffre d'affaires de l'assurance voyage sur l'échelle des autres chiffres d'affaires portés par les autres acteurs qui sont les banques assureurs, les opérateurs mobiles et la grande distribution, qui sont les acteurs que nous avons étudiés dans la première étude, vous voyez que c'est le troisième secteur en termes d'assurance affinitaire. Alors, c'est peut-être une surprise, même si on voit que de le voir juste avec peu de différence finalement les opérateurs mobiles au regard de l'importance du tourisme et de l'assurance voyage dans le monde, comme on y reviendra à la fin sur l'impact du Covid. Au niveau du taux de placement, on a un taux de placement qui est beaucoup plus variable que ce que l'on peut voir dans la première étude, opérateur mobile, grande distribution, puisqu'on a une échelle, une diversité de situations, puisqu'on nous annonce des chiffres de 10 à 80% avec un taux de placement moyen qui se situe autour de 40%. Certains contestent un peu ce chiffre en disant qu'il est plutôt autour de 20-25%. On a mis 40%. Alors, un taux de placement dépend bien sûr de la stratégie, de la distribution, des commissionnements, de plusieurs paramètres exogènes et endogènes qui font qu'on va mieux placer les assurances dans un endroit plutôt que dans un autre. Au niveau de l'e-commerce, on est là aussi dans une diversité de situations de 1 à 40% avec un taux de placement de 10-15%. C'est ce qui ressort, sachant qu'on a une évolution, on verra, de l'e-commerce néanmoins. Alors, le taux de placement de 40%, il pose question à certains des acteurs. Pour certains d'entre eux, ceux que nous avons étudiés, en dessous, ça signifie que les assurances voyage, les agences de voyage sont en difficulté. C'est-à-dire une agence voyage qui ne place pas aux alentours de 40% ses assurances signifie probablement des dysfonctionnements sur son activité tout court. D'autres acteurs ne partagent pas cette analyse. Ils considèrent qu'un taux de placement de 15 à 20% serait tout à fait correct. Un exemple de l'e-commerce, sachez que l'un des acteurs de notre étude a augmenté de 5 points le taux de placement uniquement en revoyant son parcours utilisateur et donc ce qu'on appelle l'UX, User Experience. Au niveau des tendances du marché, on a essayé de voir les tendances au niveau de l'augmentation du chiffre d'affaires. Bon, jusqu'en 2019, on était à une période phare, une croissance continue depuis 10 ans, non pas de l'assurance voyage, mais du voyage, du tourisme, et forcément, mécaniquement, l'assurance quand même est portée par cela. Là, c'est un coup d'arrêt, on le verra à ce sujet. Maintenant, au niveau des tendances structurelles du marché, on n'a pas d'accord, on n'a pas de consensus. On a une divergence entre les participants que nous avons interrogés, puisque pour certains, les tendances du marché, c'est la croissance.
en raison de plusieurs facteurs, la démocratisation du voyage, le développement des services, le digital, et enfin toujours le développement des cartes bancaires, nous y reviendrons. Une deuxième école mentionne les difficultés structurelles des voyagistes qui met en difficulté l'assurance voyage. Enfin, une troisième école, c'est un peu un compromis en disant qu'il y a une faible croissance en raison, d'une part, une plus forte sensibilité des consommateurs au risque qui favorise le développement de l'assurance voyage. Alors, excusez-moi, parce qu'il y a des commentaires qui arrivent en même temps sur mon poste, et qui est compensé par crise rencontrée par les agences physiques, donc qui compense, qui fait qu'on a une stabilité à peu près du secteur de l'assurance voyage. Par contre, nous avons un consensus, c'est un consensus sur de profondes mutations. On voit que de plus en plus, on le voit avec Airbnb, ou pas seulement, donc on construit de plus en plus son voyage pour notamment une catégorie de population. Ensuite, on a des profondes mutations liées à l'assurance, à la transformation digitale. Donc là, il y a un véritable consensus sur quand même un secteur qui est en pleine transformation depuis des années, tant au niveau du tourisme que de l'assurance voyage. Avec notamment en termes de vente directe via les sites internet et les sites spécialisés dans le voyage. Vous voyez qu'en Grande-Bretagne, on aurait des chiffres de 25%. En France, on est entre 7 à 10%. Donc, on a encore un retard par rapport à la France. Bon, la Grande-Bretagne a souvent un peu d'avance par rapport au digital et c'est aussi un marché aussi de courtage historiquement au-delà de l'assurance voyage. Nous avons interrogé les acteurs dans l'analyse quantitative sur le NPS. Alors ça constitue quand même une petite surprise puisque l'indicateur est encore rare. Alors le Net Promoter Score, c'est ce qui est un indicateur de satisfaction qui permet de mesurer si on est content ou pas du service de l'assureur. Il peut être mesuré à chaud, à froid. Là aussi, il y a une diversité de méthodologies mises en place par l'ensemble des acteurs. En tout cas, ce qui ressort, c'est que finalement, on a 3 types d'acteurs par rapport au NPS. Premiers acteurs qui mesurent le NPS depuis 10 ans. Ce sont souvent des acteurs qui regardent de très près ce qui se passe aux États-Unis, ailleurs ou dans d'autres industries. Et donc, ils l'ont mis en place, c'est quelque chose de tout à fait au point. D'autres acteurs qui le mesurent depuis moins de 3 ans. C'est quelque chose qui émerge, donc qui se perfectionne sur cette mesure du NPS. Enfin, une majorité qui ne mesure pas encore le NPS. Alors, certains vous diront, c'est parce que nous sommes en B2B, ce qui s'entend tout à fait, en B2B2C. Néanmoins, ils commencent à agir auprès des partenaires, puisqu'ils demandent aussi dans leur convention de partenariat de revoir et d'avoir des méthodologies d'analyse. Eux-mêmes sont à l'affût du recueil de besoins. C'est une tendance de fond, d'ailleurs, dans toutes les organisations, de mettre en place cet indicateur qui reste encore rare au-delà de l'assurance voyage, de ce que l'on peut voir nous, dans nos propres missions opérationnelles. C'est ce que l'on peut voir, il nous arrive, quand on parle de NPS, d'avoir des yeux étonnés en face de nous. Et enfin, le troisième sujet, c'est l'apport du digital, qui permet aussi de recueillir plus d'avis utilisateurs, etc. Alors, cette image n'est pas décalée. En fait, l'assurance voyage, c'est un marché sous tension. C'est un marché sous tension et on le voit au niveau du ratio combiné. Et il faut distinguer 2 secteurs, le secteur hors carte bancaire et le secteur avec les cartes bancaires. Alors, au niveau des cartes bancaires, c'est relativement récent. On a des cartes à présent avec un ratio combiné supérieur à 100%. Et ça s'explique par des consommateurs plus avertis. Alors, c'est souvent une surprise. On a souvent la doxa d'assurance carte bleue qui sont très peu consommées. Non, on a un ratio combiné qui tend de plus en plus même vers le 100%. Alors, c'est encore plus net au niveau du secteur hors carte bancaire. On a un ratio combiné qui oscille autour de 100%. Alors, certains acteurs arrivent jusqu'à 85, 90%, assez difficilement. Il y a des efforts qui sont réalisés. Alors, pourquoi cette tension? C'est que tout d'abord, on a une inflation des coûts médicaux, notamment à l'étranger. Et ça s'explique notamment par les progrès technologiques, médicaux que l'on a dans différents pays. Ensuite, on a une fréquence de sinistres, notamment au niveau des annulations, qui est plus élevée. Nous avons aussi, ça c'est un phénomène assez récurrent que l'on a au-delà même de l'assurance voyage, mais l'assurance voyage l'a connu. Vous avez des structures étrangères qui arrivent, qui cassent les prix en reprenant un modèle économique issu de leur propre pays d'origine, mais qui n'est pas du tout adapté au marché français. Donc, ils arrivent, ils essuient les plâtres pendant plusieurs années, puis
il se retire. Entre-temps, ça a déstabilisé le marché. Enfin, c'est un marché fortement concurrentiel et donc, il y a toujours des négociations tendues sur les commissions et donc qui impactent par définition le ratio combiné. Est-ce qu'il y a une fatalité par rapport à ce ratio combiné? Non, non, tout simplement parce que c'est un marché quand même où on a des marges de manœuvre. À titre d'exemple, l'un des acteurs que nous avons rencontré a augmenté ses cotisations d'assistance de l'ordre de 2,5% en début d'année. C'était avant la perception du Covid. Il y a aussi le digital qui est un formidable levier de réduction de coûts de gestion, voire d'acquisition. Enfin, clairement, on est de plus en plus à l'affût quand même des résultats techniques, financiers. Les acteurs deviennent beaucoup plus rigides sur ces objectifs à atteindre. Les fraudes, on a essayé d'avoir une estimation des fraudes sur ce secteur hétérogène. Bon, là, comme pour la première étude, on avait, rappelez-vous, pour la première étude, mentionné que quelqu'un qui casse son téléphone portable en raison d'un préjudice esthétique et qui veut son changement, c'est difficile de prouver qu'il a volontairement cassé. Alors là, on est dans d'autres types de fraudes, mais qu'il est difficile également de mesurer. Tout d'abord, par exemple, les certificats de complaisance de médecins pour favoriser l'annulation d'un voyage. Plus systématique, c'est quand même les sinistres que l'on a de la part d'assurés sur la perte, la perte de bagages, le vol de bagages, où on a tendance à surestimer ces pertes de bagages. Ensuite, l'assistance rapatriement, par contre, ça c'est quasi nul, et c'est ce qui explique d'ailleurs que le NPS des assisteurs est souvent bien meilleur que celui que l'on retrouve dans le secteur de l'assurance tout court. Ce qui est sûr, c'est que les tendances, ça constitue un petit peu une petite surprise, il n'y a pas d'augmentation des fraudes en tant que telles. La fraude, c'est surtout, elle vient de plus en plus, c'est ce qui est inquiétant, de réseaux criminels organisés qui créent des fausses agences de voyage. On a eu même des faux réseaux de soins qui ont été mis en place, à ma connaissance, je crois de mémoire, en Italie ou au Canada. Donc, c'est plutôt ça qui caractérise une tendance inquiétante. Ensuite, on a une professionnalisation des acteurs de l'assurance, toutes familles confondues, sur la lutte contre la fraude. On revient sur les techniques qui sont mises en place dans l'étude par rapport à cette lutte contre la fraude. Enfin, on a des contrats beaucoup plus souples sur les motifs d'annulation en contrepartie de franchise. Il y a un acteur très, très pertinent qui a développé ça en disant que voilà, plutôt que ma foi d'essayer de lutter contre ça, les gens font des fraudes aussi parce qu'ils ne comprennent pas trop les motifs d'annulation ou autres. Donc, plutôt que faire ça, on va mettre en place des franchises. En cas de certificat de maladie, on va en justificatif, on va faire une franchise de 15%, de 10% par exemple, de 20% si on a un motif qui n'est pas médical mais qui est justifiable, par exemple un cambriolage et qu'on peut facilement prouver, sinon on met une franchise de 30%. Ça peut être un compromis, ma foi, extrêmement intéressant. Au niveau des réclamations, on est à un taux entre 5 et 10% pour, ça il y a une divergence, certains des acteurs vous diront moins, mais sur les annulations, sur les bagages, c'est vrai que les garanties ne sont pas toujours bien comprises pour les annulations, on verra que pour le Covid, c'est un sujet de débat. Elle est beaucoup plus faible là aussi au niveau de l'assistance, cette fois rapatriement, il y a une logique avec ce que l'on a mentionné tout à l'heure, y compris, ça a un impact sur le NPS. Certains vont dire qu'il y a une augmentation des réclamations, d'autres vont vous dire, on revient dans cette étude plus en profondeur sur pourquoi il y aurait plus de réclamations et pourquoi il y en aurait moins. Ce qui est sûr, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que l'assistance rapatriement, c'est quand même l'une des garanties les plus appréciées par les consommateurs et c'est à mettre, disons, en parallèle avec ce qui ressort, hélas, dans le grand Robert de l'assurance, puisque dans ce grand Robert, on mentionne que l'assureur, en argot, c'est un voleur spécialiste du vol à la prime d'assurance. C'est-à-dire, et là, c'est foncièrement injuste, mais force est de constater qu'il y a une doxa par rapport à ça, que l'assurance égale voleur. Donc, ça fait partie, heureusement, que l'une des 4 définitions, mais à ma connaissance, aucun métier n'a cela dans le grand Robert de la langue française. Alors, les réclamations, elles s'expliquent par des incompréhensions du contrat et d'un refus d'indemnisation, des difficultés à rassembler des pièces justificatives, des garanties comportant trop d'exclusions ou inadaptées aux évolutions sociétales. Face à cela, les acteurs ne restent pas inertes,
ils réagissent en activant plusieurs leviers. Donc, par exemple, pour l'incompréhension du contrat et d'un refus d'indemnisation, ils vont modifier des notices, essayer de les faire plus simples, avoir un vocabulaire de gestionnaire moins technique. C'est ce qu'on retrouve aussi nous-mêmes, on travaille sur différents sujets de prévoyance et autres, et on voit que on travaille sur un langage aussi, on travaille sur un langage de plus en plus B1, qui soit plus simple pour toucher des classes, y compris populaires. Plus de pédagogie sur les exclusions, les refus d'indemnisation, enfin une communication. Donc on n'envoie pas juste un SMS, vous n'êtes pas indemnisé, point barre. Non, on essaye d'expliquer aux personnes pourquoi elles n'ont pas été indemnisées, et puis également on explique, on le verra tout à l'heure, la raison de collecter des pièces justificatives. Enfin, soyons clairs, ça se fait dès le départ, dès la proposition d'un contrat, que la communication doit être excellente, et dès l'ouverture d'un sinistre. Enfin, la difficulté à rassembler l'ensemble des justificatifs. Donc, on demande moins de justificatifs, on donne des explications sur la nécessité de les collecter, c'est ce que je vous disais. Ensuite, pour les trop d'exclusions, bon ben voilà, l'otite, typiquement, on ne comprend pas trop pourquoi on exclut l'otite. En tout cas, aux yeux des consommateurs, ce n'est pas très audible, on peut le dire. Révision annuelle des contrats et des garanties chaque année, c'est aussi quelque chose que l'on met en place, plus les franchises qui permet de mettre moins d'exclusions, mais de compenser grâce aux franchises. Nous allons, si vous le voulez bien, sur l'analyse qualitative à présent. Alors tout d'abord, on prend son souffle, on va reparler de la définition de l'assurance affinitaire. Et considérée comme affinitaire, donc c'est la définition qui a été travaillée, et c'est une bonne chose qu'elle ait été travaillée par la FG2A, et considérée des acteurs membres de la FG2A, est considérée comme affinitaire toute garantie d'assurance, d'assistance ou service accessoire en lien avec l'univers d'un produit ou service distribué par un distributeur non assureur et qui n'est pas le motif principal d'achat du client. Alors, il y a beaucoup de termes, vous voyez qu'elle a le mérite de poser les choses, mais elle est relativement complexe, et je sais que la FG2A travaille aussi à revoir cette définition. Et à la revoir, pour quelles raisons? On l'avait vu déjà dans la première étude. Tout d'abord, la question, est-ce qu'on doit distinguer autant que ça l'assistance de l'assurance? Vous voyez bien que lorsqu'on parle d'assurance voyage, vous avez des packages, des multi-garanties qui sont là, et où l'on trouve des garanties d'assistance, de rapatriement, des garanties d'assurance contre le vol, etc. Donc, en fait, la CPR nécessite de distinguer, bien sûr, les cotisations d'assurance d'assistance, y compris dans les systèmes d'information. Néanmoins, on se pose la question, est-ce qu'on peut distinguer cela dans la définition pour distinguer l'assurance affinitaire? Ensuite, la notion d'accessoire est contestée. On en revient, on donne plusieurs exemples. D'abord, il y a des types de populations où l'assistance et l'assurance, par définition, le rapatriement, n'a vraiment rien d'accessoire. Ensuite, c'est un vecteur de vente et de modèle économique. On a vu pour les agences physiques, ou quand même des agences physiques qui font un taux de 15-20%, quand même, a priori, seraient quand même en difficulté. Ça ne correspond pas à leur modèle économique. Non, ça doit être un vecteur important, l'assurance voyage, l'assurance facilitaire, comme on a l'assurance des mobiles ou ailleurs dans la grande distribution. L'assurance affinitaire a toute son importance. Troisième élément qui nous incite à revoir cette définition, c'est que de plus en plus, on pourrait très bien décorréler l'assurance de l'objet principal quand on l'achète. Je m'explique. Vous prenez votre assurance voyage, vous prenez votre voyage 3 mois avant, une semaine avant, vous pourrez très bien pousser une offre d'assurance, d'assistance, parce que vous avez des outils de tracking pour détecter cela et rappeler à l'assuré, est-ce que vous êtes vraiment bien assuré contre les risques pendant votre voyage. Alors, c'est important de mentionner cela parce que j'ai souvent été étonné de voir l'absence de connaissance de l'assurance affinitaire par les assureurs eux-mêmes qui ne travaillent pas dans l'assurance affinitaire. Même des assureurs qui travaillent dans l'assurance affinitaire ont tendance à appeler assurance affinitaire des assurances liées à un ancrage culturel, socio-économique, l'assurance des chasseurs, l'assurance chiens et chats, l'assurance des enseignants, etc. Donc, il y a un vrai flou et qui est encore plus prégnant auprès des consommateurs ou l'assurance affinitaire quand on interroge nos proches qui ne sont pas dans l'assurance. Là, vraiment, ils ne savent pas du tout ce que c'est. Nous avons examiné les relais de croissance. Sans surprise, on retrouve le digital, c'était exactement évoqué aussi lors de la première étude. Quelque chose de plus nouveau que nous n'avions pas vu lors de la première étude et qui est mentionné par l'ensemble des acteurs, il y a un consensus, c'est l'efficacité opérationnelle et c'est l'assainissement du marché. Et il est vrai que nous-mêmes, dans nos missions, on peut voir que
Les relais de croissance viennent d'abord de là, c'est-à-dire la fidélisation et la conquête, c'est une forme d'excellence d'abord opérationnelle sur toute la chaîne de valeur et qui dépasse même une branche qui est dans l'ensemble de l'activité d'une compagnie. Donc l'assainissement du marché aussi, parce qu'il est vecteur de crédibilité pour l'ensemble. Alors, ce sont des deux piliers, l'efficacité opérationnelle et l'assainissement du marché, qui n'étaient pas mentionnés dans la première étude, où l'on mentionnait comme vecteur de croissance, donc pour les opérateurs mobiles, la grande distribution, l'inclusion, comme ça se fait en Amérique latine, en Espagne, où ça fait partie intégralement du parcours utilisateur, de mettre en inclusion l'assurance affinitaire. C'est aussi la valorisation des biens d'équipement qui entraînait mécaniquement une croissance du chiffre d'affaires. Un mobile qu'on paye maintenant 1 500 €, forcément, l'assurance n'a pas le même prix qu'un mobile à 50 ou 100 €. Ensuite, il y a les NVEI, donc, qui étaient évalués mentionnés comme un vecteur de croissance. Et enfin, l'international. Alors, si l'international n'était pas mentionné dans notre étude là sur l'assurance voyage comme un vecteur de croissance, c'est que l'assurance voyage est au cœur de l'international. Donc, c'était tellement une évidence que les interlocuteurs ne m'en ont pas parlé. Est-ce que les offres constituent un vecteur de croissance? Alors, l'histoire de l'assurance nous montre que les révolutions de l'assurance viennent généralement de la distribution, très rarement des offres. Alors, ces offres tiennent compte des formes de consommation qui renvoient aussi à la façon dont on est en lien avec des réseaux de distribution. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand même, on a des évolutions en termes de souplesse. On demande des produits plus souples, notamment pour l'annulation. Des offres ciblées et personnalisées sont mentionnées comme des vecteurs de croissance à partir du moment où on peut bénéficier du levier digital. Enfin, des services qui viennent se greffer, qui sont aussi apportés par le digital, par les nouvelles formes de consommation, d'ubérisation. Par exemple, vous êtes en randonnée à 3000 mètres, vous, avec votre téléphone, vous pouvez très bien téléphoner à un assisteur qui vous met en relation avec le médecin avant de vous évacuer. Donc, c'est des services, on donne plusieurs exemples. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir cette tendance, par exemple, de Booking, qui propose une gratuité de son assurance annulation. Et en fait, c'est une fausse gratuité, mais ça fait mouche en termes de marketing, puisque pour beaucoup d'acteurs, puisque eux-mêmes vont impacter naturellement dans leur modèle économique et dans le coût de la réservation, le coût de cette assurance. Mais ils ont une vision, une visibilité en termes de données qui leur permet de bien tarifer cela. Donc, on voit qu'il y a une évolution en termes du modèle économique et qui pose question sur l'assurance annulation. Vous avez la SNCF qui a proposé garantie 30 minutes, donc où vous pouvez avoir un service et un bonus en cas de retard de 30 minutes, et ensuite une assurance proactive d'Air France, donc avec l'un de leurs partenaires qui est Alliance Travel, donc qui verse en cas de 2 heures. Vous avez 2 heures de retard avant le départ de votre avion. Vous recevez un SMS comme quoi vous serez crédité de 50 € que vous pourrez dépenser dans une boutique de l'aéroport. Voilà, donc c'est quelque chose qui permet aussi de faire patienter autant que possible. Donc, c'est des petites innovations, mais quand même assez intéressantes et qu'il s'agit de mentionner. Au niveau de l'attente prioritaire des consommateurs, on retrouve les 3 piliers que l'on a eu aussi dans la première étude et d'une façon générale au-delà de l'assurance affinitaire. C'est le souci de transparence. Alors, c'est un mot qui est souvent galvaudé et qu'on utilise pour tout et n'importe quoi, mais on a ce souci de transparence. Il y a la simplicité, on en a parlé, l'efficacité et la proactivité. Alors, la transparence, c'est quoi? C'est mieux comprendre ses garanties, ses conditions générales, ses notices d'information. On en a parlé. Et donc, c'est la lisibilité des offres et la clarté des offres. On reviendra par rapport à la DDA tout à l'heure. La simplicité, c'est simplification des garanties, des remboursements. Je vous en ai parlé aussi tout à l'heure avec cette question de franchise peut-être et de moins mettre d'exclusion. L'efficacité et la proactivité qui s'articulent autour d'une indemnisation rapide, qui s'articule autour d'un accueil de qualité et de compétences. C'est essentiel, notamment quand l'assurance voyage, soit on l'annule et c'est un vecteur de stress parce qu'on se projetait dans ses vacances, on a quand même dépensé de l'argent, on se projetait, il y a une part de fantasme aussi liée à ça, et donc on est encore en attente d'une très bonne qualité dans la relation. Ensuite, c'est un traitement efficace des demandes, et quand c'est un sinistre, c'est encore plus important, bien entendu. Traitement efficace des demandes. Accompagnement personnalisé dans les démarches où l'on souhaite, là c'est la notion d'omniqualité, on ne veut pas répéter 40 fois les choses et puis surtout on veut que son suivi, son dossier de réclamation soit bien suivi et qu'on n'ait pas à le répéter. Donc on attend une personnalisation plus que de produits, je pense d'ailleurs, c'est une personnalisation
dans la relation client qui est en jeu. La distribution, autant dans la première étude, il y avait une notion de métissage de l'humain et du digital, autant là, on est plutôt dans une logique de coexistence entre le digital et les réseaux physiques. Alors tout d'abord, au niveau des cartes bancaires, c'est toujours un marché de cartes bancaires et contrairement à ce que l'on a annoncé aux États-Unis et en France plus récemment, on n'assiste pas à ce jour à la fin des cartes bancaires. C'est un parc toujours en progression. Alors, reste à savoir, si on rentre dans une civilisation de pandémie, avec tout ce qui se passe en contact, comme c'est actuellement, on est en train de réfléchir à ça en Australie, est-ce que ça ne va pas aboutir à la fin des cartes bancaires sous cette forme-là? C'est des questions qui peuvent se poser. En tout cas, à ce jour, ce n'est pas le cas. Les agences physiques, vous avez certains acteurs qui revendiquent une croissance de 10% du chiffre d'affaires de l'assurance voyage dans les réseaux physiques. Ensuite, dans les réseaux physiques aussi, on va faire des voyages proposés sur mesure, tandis que par Internet, c'est des voyages simples et économiques qui vont avoir tendance à se dessiner. L'enjeu, probablement, pour les agences physiques, c'est de proposer des produits différents sur le net et c'est naturellement de démontrer l'importance de la relation humaine. Alors, c'est une coexistence, comme je vous l'ai expliqué, on fait du Research Online, Purchase Offline, donc le repos, mais on fait aussi le contraire dans l'assurance voyage. On peut très bien se renseigner dans une agence physique et ensuite conclure sur Internet, tout dépend. Le digital et l'innovation, je reprends des images que j'avais faites pour la première restitution, la restitution de la première étude. Alors, l'intelligence artificielle, c'est vraiment une machine à fantasmes, on dit tout et n'importe quoi. Naturellement, l'intelligence est plus complexe que ce que l'on appelle l'intelligence artificielle. Néanmoins, on s'acharrie énormément de fantasmes qu'il s'agit un petit peu de démystifier. Alors là, c'est un petit peu humoristique. Donc, comment la blockchain a sauvé son couple? On dit un peu tout et n'importe quoi sur la blockchain. On a au niveau du RPA, c'est les robots d'usine. On voit un tueur dans le passé pour essayer d'empêcher la naissance de Philippe Poutou. Donc, on entend des grands délires. Bien sûr, c'est humoristique, c'est Gorafi. Mais vous voyez que voilà, il y a beaucoup de fantasmes par rapport liés à ça, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses fondamentales dans la transformation digitale et l'intelligence artificielle. Il y a des choses incroyables qui sont en train d'être réalisées. Mais attention quand même aux vendeurs de rêves ou de cauchemars. Le digital, ce qui est sûr, c'est que c'est un vecteur de vente et d'information. Alors, on a un écosystème extrêmement foisonnant. Regardons-nous en arrière, il y a 10-15 ans, on n'avait pas ça. Les insurtech, les renforcements opérateurs online, les plateformes digitales, les marketplaces, les comparateurs, les agrégateurs qui apparaissent dans l'assurance voyage notamment. Quand on parle de renforcement opérateur online, c'est que les assureurs eux-mêmes traditionnels n'attendent pas forcément les insurtech pour se développer. Ils utilisent naturellement des choses, mais ils se renforcent dans la technologie, la connaissance du digital. On a aussi des refontes d'expérience utilisateur. C'est ce on a interrogé dans cette étude le trafic de l'espace client. Et force est de constater que l'espace client est quelque chose de plus en plus utilisé, y compris dans l'assurance voyage. On a la dématérialisation des process. Le RPA, c'est encore lent à démarrer. Maintenant, ça arrive plus significatif. C'est le développement des API et des microservices. Vous voyez, dans toutes les compagnies d'assurance avec les distributeurs, on a une coexistence de vieux systèmes qui datent encore des années 80, y compris dans des grands groupes, et qu'il s'agit maintenant d'interfacer avec des systèmes beaucoup plus agiles. Alors, ça ne se fait pas sans douleur, mais c'est une ouverture des systèmes d'information auxquels on assiste. On a également… Alors, excusez-moi, parce que j'ai des messages qui apparaissent au fur et à mesure et qui cachent un petit peu mon écran. La blockchain, également. Donc, on va voir que là, il y a un clivage très net parmi les acteurs que nous avons interviewés sur l'importance de la blockchain ou finalement l'inutilité de la blockchain. L'intelligence artificielle, on a parlé. En Inde, actuellement, on teste de la réalité augmentée pour imaginer un assuré dans une agence physique. Alors, très important, c'est les réseaux sociaux et les blogs. Alors, les blogs et les réseaux sociaux, j'aurais tendance pour le pire et le meilleur. Alors, pour le pire, on va vous faire passer ce qui permet de faire une petite pause visuelle. C'est un extrait donc je vous cite François Jost, qui est un sémiologue, et qui dit que finalement, on a donné la possibilité donnée au quidam de publiciser son jugement via le téléphone ou l'ordinateur. Cette capacité va être une deuxième condition transcendantale de la diffusion de la méchanceté. C'est une prolifération favorisée par l'anonymat ou, pour être plus précis, la couverture offerte par un pseudonyme.
Alors, Schopenhauer, au XIXe siècle, disait déjà que de la même façon qu'on ne devrait pas sortir dehors masqué, sauf quand il y a le Covid, bien entendu, eh ben, on ne devrait pas faire des lettres anonymes. Ça devrait être strictement interdit. Ben, vous voyez que les réseaux sociaux, y compris dans ce que l'on a vu pour l'assurance, tout dans l'assurance, mais y compris lorsqu'il y a eu le Covid, c'est un défouloir. C'est un défouloir et ça nous renvoie à une série, donc Black Mirror, et un petit extrait qu'on va vous passer et qui pourrait nous renseigner sur l'évolution aussi de la situation et l'importance d'être à l'affût. Ah, par contre, on n'entend pas le son, Thierry. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors. Yeah, he's really something. Alors voilà ce monde enchanté. C'est un monde où tout le monde se note et ça a une importance parce que cette personne, elle a besoin d'avoir une note générale de 4,8, 4,9 pour avoir accès à un crédit à des taux avantageux. Sinon, elle est sanctionnée, elle ne peut pas accéder à la propriété. Donc, c'est le grand danger naturellement que l'on a des réseaux sociaux. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est un contre-pouvoir formidable aussi, un vecteur de renseignement et dans les blogs, on y va tous et c'est quand même un vecteur d'information extrêmement intéressant. Et là, je mets une copie d'écran d'un blog qui vous renseigne sur l'importance du voyage, de l'assurance, etc. Donc, c'est vraiment pour le meilleur et pour le pire. Mais je vous parle de ça et je mets un focus parce que par rapport à ce que j'ai pu voir dans certains pays, les réseaux sociaux sont beaucoup plus utilisés, y compris en Haïti, par exemple, de ce que j'ai pu voir dans l'assurance en France, par exemple. L'intelligence artificielle et le big data, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est un vecteur de développement actuellement sur lequel les acteurs travaillent? Alors, on a des prototypes. On a des prototypes comme vérifier des plaques d'immatriculation lorsqu'on loue une voiture dans le cadre de son voyage. On a de l'identification des clients via speech recognition, donc la reconnaissance vocale. Et on a des notions d'orientation de flux entrant vers les équipes de gestion. On travaille en termes de prototypes. Maintenant, dans l'étude, on se rend compte que très vite, ces projets d'IA sont quand même jugés moins stratégiques que les projets liés aux données, et notamment au big data. Encore faut-il pour le big data définir sa stratégie et des cas d'usage. Là aussi, c'est un mot bingo un petit peu, ou un mot valise que l'on énonce sans que ce soit forcément du big data. Alors, il s'agit d'abord de définir sa stratégie et ses cas d'usage, d'avoir de l'expertise, et enfin, il faut naviguer subtilement au niveau du réglementaire. Dans l'étude, on donne plusieurs exemples d'acteurs qui nous ont renseigné sur leur projet de big data. Ce qui ressort, c'est plutôt des utilisations en termes d'actuariat, de tarification, avec une connaissance aussi des sinistres, éventuellement de connaissance du client. Mais c'est plutôt encore porté beaucoup par les directions techniques des projets de big data actuellement. Au niveau du chatbot, dans la première étude, le chatbot était jugé plus intéressant. Pour l'assurance voyage, grosso modo, on peut dire que les chatbots sont considérés de façon assez antinomique à la relation client nécessaire dans le cadre de l'assurance voyage et de l'assistance. Certains acteurs s'y intéressent quand même pour la réduction des appels entrants, faisant un premier filtre, et la gestion des sinistres. Mais on a beaucoup plus de sceptiques que de promoteurs dans le cadre de cette étude. Le chat online est privilégié au chatbot, néanmoins, c'est quand même une vue de l'esprit, puisque dans l'assurance voyage, c'est encore pratiquement pas, voire pas du tout utilisé. On le retrouve plutôt dans d'autres secteurs de l'assurance. La blockchain, alors on revient très précisément dans l'étude, là ça dépasserait le temps de ma présentation, sur les débats autour de la blockchain. Vous avez certains acteurs qui veulent indemniser, qui considèrent que la blockchain c'est l'avenir, parce que ça permet une indemnisation plus rapide, que les contrats déjà stockés dans la blockchain permettent déjà bien des choses et que ce sera probablement la signature électronique de demain. Et que l'échec, entre guillemets, de FIDSI ne préfigure pas l'échec de tous les secteurs puisqu'on aurait des réussites déjà de blockchain dans l'assurance voyage. Ensuite, les sceptiques, de leur côté, eux disent que finalement, ce n'est pas un modèle compatible avec l'assurance voyage, et notamment l'accumulation, puisqu'en fait, c'est un modèle économique qui se baserait sur le taux d'oubli et la non-déclaration. Donc là, la blockchain automatiserait systématiquement la déclaration et donc on aurait un S sur P qui augmenterait de façon non marginale. Ensuite, les assureurs et les assisteurs n'ont pas de souhait de travailler forcément sur la blockchain. Et enfin, il y a un coût de blockchain qui est assez important.
Nous avons interrogé les acteurs sur la concurrence. Alors, on a catégorisé très schématiquement la concurrence entre plateformes technologiques, néo-assureurs et assurtech, des néo-courtiers, des néo-comparateurs qui se basent sur de l'analyse sémantique, notamment, on travaille là-dessus aussi en santé, les mutuelles, les assureurs traditionnels et bien sûr les GAFAM. Alors là, il n'y a pas, on est hélas à distance, donc je ne vais pas vous demander de lever la main, mais j'aurais tendance à dire quel est naturellement l'acteur qui inquiète le plus le secteur de l'assurance. C'est naturellement les GAFAM. Alors, ce qui est étonnant, c'est que personne ne me cite les BATIX. Alors, les BATIX, c'est l'acronyme des GAFAM chinois, donc Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Donc, c'est les équivalents qui sont démontrés. On oublie encore une nouvelle fois qu'il se passe beaucoup de choses à l'Est en termes d'innovation et de géopolitique. Donc, les BATIX, rien ne nous dit qu'un jour, ils ne débarqueront pas sur le continent européen et essaieront d'acquérir une assurance, un assisteur ou autre. C'est des questions qui peuvent se poser. Et on revient donc sur les avantages, inconvénients de chaque acteur dans leur modèle économique. Nous avons parlé aussi de labellisation et de palmarès. Alors, c'est une question que nous avions posée dans la première étude. Force est de constater que dans la première étude, le labellisation et le palmarès, c'était pas forcément quelque chose de jugé intéressant. Là, ça l'est beaucoup plus dans l'assurance voyage, puisqu'on a un clivage qui n'apparaissait pas forcément dans la première étude. Pas mal d'acteurs considèrent que ça serait bien une labellisation, parce que ça permettrait de sensibiliser le client sur les conséquences de leur propre choix de garantie. Et on donne l'exemple de la Grande-Bretagne, où il s'agit d'être noté, d'avoir les produits qui sont notés, et on paye comme on paierait Standard & Poor's pour avoir son produit labellisé par un organisme indépendant. D'autres acteurs considèrent que non, ça ne sert à rien de labelliser parce que d'abord, on est en modèle B2B2C pour certains acteurs, donc pourquoi le faire? Ensuite, ça n'a pas de sens. Ensuite, l'assistance, est-ce qu'on peut le labelliser? On retrouve à peu près toujours la même chose. Et enfin, on a une diversité des produits et des segments. Finalement, pourquoi sanctionner en termes de label une garantie, un acteur low cost qui répond à un besoin d'une population qui ne souhaite pas consommer beaucoup d'argent pour des garanties? Enfin, le palmarès rejoint cette même idée de la labellisation, puisque pour certains acteurs, il s'agit d'enclencher un cercle vertueux, d'identifier les meilleures pratiques du marché et de sensibiliser les assurés sur l'importance de s'assurer correctement. Donc, ça enclencherait ce cercle vertueux. Pour d'autres, on rejoint la même opposition, des produits incomparables, ce serait finalement qu'un pur marketing. Et puis, la priorité des consommateurs est ailleurs. On se moque de savoir si son produit est 5 étoiles, si on n'est pas indemnisé alors qu'on pense qu'on devrait l'être. Donc, voilà les lignes de clivage très nettes qui apparaissent dans cette étude. La réglementation et l'IOPA. Alors, on a ouvert les problèmes réglementaires au sens large. Ce qui ressort, c'est la DDA. C'est la DDA qui ressort, qui est jugée plus complexe, chronophage et budgétivore que RGPD. Alors, ça peut nous renseigner peut-être sur la sous-estimation de RGPD et de la confidentialité des données, puisque le Covid a fait l'objet de beaucoup de hacking, ça a été un terrain de jeu adoré par les hackers, et qu'on ne mesure peut-être pas l'importance de ce qui va se passer demain, où l'ouverture des systèmes vont devenir de plus en plus importants. Néanmoins, pour la DDA, là, on a une ligne de clivage entre ceux qui considèrent que c'est une bonne chose, parce que cela a permis de se poser des bonnes questions pour se restructurer et transformer sa gouvernance, d'autres qui considèrent que c'est inutile, coûteux humainement, opérationnellement et informatiquement, et que du coup, ça impacte les cotisations des assurés. Et puis, ma foi, l'IPID, qui renvoie aux notices d'information, aux conditions générales, ce serait qu'un document supplémentaire qui serait rangé dans la mémoire de son ordinateur ou dans ses archives. Nous avons posé la question de l'IOPA, donc, qui sanctionnait dans la communication le secteur de l'assurance voyage. Probablement, je ne suis pas là pour porter un jugement de valeur, un peu injustement en raison de sa généralisation en termes de critique, c'est qu'il sanctionne l'assurance voyage en raison des commissions élevées, parfois plus de 50% de la prime, et des ratios sinistres extrêmement faibles, et qui apporterait finalement la preuve que l'assurance voyage apporte très peu de valeur ajoutée aux consommateurs. Alors, par rapport à cette question, j'ai été surpris parce que certains acteurs, je ne m'y attendais pas, m'ont dit bah oui, c'est juste.
et il s'agirait de plafonner les commissions. Ça permettrait d'avoir moindre de dépendance par rapport à un modèle économique basé sur des commissions auprès des distributeurs et ça apporterait plus d'équité. Puis d'autres qui m'ont dit non, non, c'est absurde, il y a une diversité de situations et vous voyez bien que les ratios combinés sont autour de 100%. Donc le fait que certains acteurs aient abondé, est acquiescé à l'argument de l'IOPA nous a un peu surpris. En conclusion, c'est un secteur bouleversé, nous en avons déjà parlé. C'est un secteur bouleversé pour plusieurs raisons. C'est un secteur bouleversé en raison, une nouvelle fois, il faut regarder l'assurance voyage au niveau mondial, il faut regarder l'assurance d'une façon générale au niveau mondial. On a toujours tendance, hélas, à voir l'assurance comme quelque chose d'un peu hors sol, sans le mettre en relation avec beaucoup d'autres interactions. Vous voyez que la Chine, vous voyez la croissance des touristes chinois, entre autres. C'est un secteur bouleversé en raison du digital, la révolution digitale. Vous voyez bien que des acteurs comme Thomas Cook, alors tout le monde, avec le recul d'Ion, on l'avait vu venir, bon, ça a été quand même un choc assez important vu la rapidité de la faillite de Thomas Cook qui n'a pas su prendre le virage du digital et des nouveaux modèles économiques. C'est un impact bouleversé en raison du Covid, de la Covid-19, et dont on ne mesure pas encore les conséquences. Puisque déjà au niveau du tourisme, vous voyez que l'OMT, donc l'Organisation mondiale du tourisme, affiche une chute entre 58% et 78% du nombre de visiteurs internationaux. Ce serait la pire année du tourisme international depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, date à l'époque où vraiment le tourisme international a commencé à se développer. C'est surtout un coup d'arrêt violent à 10 années de croissance. Et ça se retrouve dans l'assurance voyage, puisque l'un des acteurs, que je ne citerai pas, nous annonçait qu'il prévoyait une chute de 70% environ de son chiffre d'affaires, notamment cet été, en raison de la Covid-19. Bon, donc environ un peu moins de 75%. Donc, l'impact politique également le politique aura probablement un impact aussi sur ce qui va se passer autour de l'assurance voyage et de l'assurance tout court. Et donc, nous avons eu la déclaration, je crois que c'était le 25 mars, non, en mai, je sais plus, en avril-mai, excusez-moi, donc du Premier ministre sur le Covid avec cette notion d'avoir dans les 18 mois en cas d'assurance voyage et l'ordonnance qui a suivi 2 jours plus tard et qui permet de formaliser cela. Est-ce que cette déclaration du Premier ministre et du gouvernement va avoir un impact sur l'assurance voyage? C'est une question que nous avons posée auprès des acteurs, aux acteurs dans le cadre du questionnaire complémentaire. Alors, ce qui est sûr, c'est que la Covid-19 oblige à analyser plus en profondeur les besoins et les attentes des assurés. Qu'allons-nous faire du risque pandémique? Ça se dépasse le cadre de l'assurance voyage, puisqu'en prévoyance, en santé, on a énormément d'impact. En prévoyance non plus, le risque pandémique n'était pas prévu, voire réassuré du tout. Est-ce qu'il faut refondre les tarifs en conséquence, appliquer des coefficients de sécurité, revoir les gammes de produits, intégrer, alors ça c'est un assureur vietnamien qui a mis ça en place, un risque pandémique pour les transports via une compagnie aérienne low cost vietnamienne qui a lancé ça. Est-ce qu'il faut proposer de nouveaux services? Est-ce qu'il faut revoir le modèle économique de l'assurance voyage et des voyagistes? Probablement. En tout cas, on manque terriblement de recul sur le Covid-19 et je ne l'espère pas, mais peut-être un Covid-20, Covid-21, on ne sait pas. Nous avons posé la question de l'autre regard. C'est un secteur bouleversé au regard de ce qui se passe au niveau de l'international, avec des nouvelles technologies qui nous sont citées par nos participants à l'étude, des nouvelles technologies qui sont étudiées à Singapour, en Israël, en Malaisie et sans surprise en Chine ou aux États-Unis. Ce sont des modèles technologiques qui sont suivis par certains de nos acteurs sous réserve qu'ils soient réplicables en France. Plus anecdotiquement, mais c'est assez intéressant, c'est la Scandinavie est citée comme exemple pour son absence de taxes sur le voyage, puisque en Scandinavie, ma foi, le voyage fait partie d'une mesure de santé publique en raison du peu d'ensoleillement pendant 6 mois. Donc, ça permet de booster également le voyage, c'est ce que nous dit l'un des participants. Alors, nous avons commencé par l'histoire, nous finirons par de l'histoire. C'est Hammurabi, donc le voyage et l'assurance, les
les formes primitives d'assurance sont nées dans Mésopotamie dans le cadre des caravanes de commerçants et de voyageurs qu'il s'agissait de couvrir contre les pirates terrestres et pas que seulement marins. Et donc, on a eu des contrats, des formes de premiers contrats d'assurance, donc très frustres, qui prévoyaient l'indemnisation en cas de piratage. C'est né là-dedans. Et il faut voir que le voyage, et ce qui est très riche, on a vu que l'assurance satellitaire était une vigie des changements organisationnels, politiques, économiques. Sans aucun doute, le tourisme et le voyage nous renseignent aussi sur des rapports géopolitiques. C'est ce que nous mentionnent deux grands géographes, plusieurs géographes que nous citons ici. C'est que c'est une bonne clé de lecture des rapports de force au sein du monde. Et de la même façon que la géopolitique nous renseigne sur l'évolution du voyage et à terme de l'assurance est capable de nous renseigner aussi sur ce qui se passe au niveau géoéconomique et géopolitique, ce qui incite à penser que décidément l'assurance est définitivement doit être définie en son temps et dans le monde. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Marc pour cette présentation très étoffée et pour l'ensemble de ces slides avec tous ces chiffres. Il nous reste environ 3/4 d'heure pour une séance de questions-réponses. Je vous encourage toutes et toutes à me faire part de vos questions si vous en avez dans le petit chat. Je vois que Alexandre Laverdure, par exemple, est très en forme ce matin. Je vais lui donner la parole. Qui a spammé mon écran. Il y a une première question qui revient, alors je ne sais pas qui va vouloir y répondre, qui est évidemment sur la Covid-19. Tu fais bien de préciser, on dit la Covid-19. L'Académie française. Exactement. Évidemment, sur les conséquences, tu l'as dit, c'est un peu compliqué peut-être pour le moment de savoir un petit peu quelles conséquences sur le marché de l'assurance voyage a cette pandémie. Peut-être Patrick, le président de la FG2A, peut nous répondre, ou en tout cas peut nous donner une première tendance. Comment est-ce que cette crise sanitaire va impacter le marché de l'assurance voyage? Alors, déjà, c'est difficile de dire aujourd'hui quelle sera l'étendue, je dirais, de l'impact. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que, parce qu'on a un certain nombre d'enquêtes qui sont en cours, c'est que la perturbation au niveau de la consommation, au niveau global, que ce soit de produits tels que le voyage ou d'autres produits, va être assez forte. Pour plein de raisons, c'est que les Français aujourd'hui, et ça c'est une étude récente que vous verrez dans la presse cette semaine, les Français craignent deux choses. À plus de 50%, ils craignent toujours la maladie et ils craignent la perte de revenus. Et donc, ils sont dans une logique aujourd'hui de sur-épargner en remettant en fin de compte un certain nombre de sujets à plus tard, et notamment la partie voyage, déplacement, etc. Donc la crainte aujourd'hui, c'est effectivement d'avoir un impact sur l'assurance voyage qui est directement induit de la diminution des voyages tout court. Au-delà d'une crise qui pourrait revenir, ou d'une seconde vague, etc. C'est-à-dire que même dans un contexte tel que le nôtre aujourd'hui, eh bien, on pourrait très bien avoir un impact assez long et durable sur la partie voyage. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que oui. Très bien. Voilà. Donc ça c'est un point effectivement important et sur lequel on doit tous être particulièrement vigilants. L'autre point qu'on a déjà soulevé avec un certain nombre de journalistes, c'est que on l'a dit, on l'a répété, cette étude le démontre, c'est que globalement l'assurance voyage et assistance est un domaine qui est plutôt bien perçu par les consommateurs, à la différence d'autres segments. Aujourd'hui, la problématique, c'est de faire comprendre aux consommateurs l'étendue des garanties et pourquoi une pandémie, une épidémie telle que la Covid-19 ne rentre pas dans les périmètres de couverture. Ça, c'est aussi un point important pour que les Français continuent à avoir confiance dans nos dispositifs d'assurance. Merci Patrick. Je vois que Céline a ouvert son micro. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Céline oui. Chez Alliance Partner Pro. Oui, très bien, oui, merci. Non, je confirme évidemment ce que dit notre président. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une visibilité qui est quand même très très faible en termes de conséquences sur le marché. Ce qu'on voit de toute façon, c'est que le marché du tourisme est stoppé, que malgré la réouverture des frontières qui démarre là, tout récemment, puisque vendredi dernier, on a encore eu
une ouverture d'un certain nombre de pays qui vont permettre aux touristes de venir en France et de repartir, des Français de repartir à l'étranger. On est sur un été qui sera sans doute franco-français, donc avec effectivement un impact sur l'assurance voyage, puisque en France, les clients sont quand même moins sensibles à l'assurance voyage qu'ils ne le sont quand ils partent à l'étranger, donc on a déjà un lien par rapport à ça. Et puis, par contre, moi, ce que je voudrais quand même insister pour donner une petite note d'optimisme, c'est que l'assurance voyage fait partie de la rassurance d'une façon générale, et que en parlant de risque pandémique, si aujourd'hui, en effet, une grande partie des contrats n'incluaient pas ce risque pandémique, il y a un gros travail qui est fait en ce moment au niveau des compagnies pour proposer des offres adaptées et prendre en charge ces sujets d'épidémie dans le futur. Donc, c'est à une vitesse plus ou moins rapide en fonction des compagnies, mais je pense qu'aujourd'hui, il sera difficile de vendre de l'assurance voyage sans couvrir ce risque pandémie. Alors, dans des choses assez circonscrites, forcément, mais voilà, faisant partie de l'accompagnement du voyage, ça va être compliqué de conserver une exclusion. Donc, aujourd'hui, les compagnies travaillent sur ces sujets, voilà, dans un contexte un peu complexe, évidemment, hein, puisqu'il y a des conséquences importantes. Alors, quelles seront les conséquences financières sur le prix de l'assurance voyage demain? Parce que forcément, il y aura forcément un impact économique sur le prix de l'assurance voyage demain, en prenant en compte ces risques pandémiques. Donc, aujourd'hui, la majorité des compagnies travaillent sur ces sujets parce que c'est indispensable pour continuer d'exister dans le monde du tourisme de demain. Merci beaucoup, Céline. Je propose de donner la parole à Alexandre Laverdure qui avait plusieurs questions. Alexandre, si tu m'entends, je veux bien que tu ouvres ton micro. Et ensuite, je donnerai la parole à M. Reibenberg, qui est là aussi, qui a plusieurs questions. On t'écoute, Alexandre, c'est plutôt sur l'étude de stricto sensu que tu voulais t'exprimer. Oui, alors j'avais plusieurs questions que j'avais posées au fur et à mesure parce que c'était plus simple du coup. Au niveau du chiffre d'affaires entre réseau physique et vente en ligne ou e-commerce, est-ce qu'on a une visibilité un petit peu sur la répartition? Oui, Alexandre, c'est mentionné dans le camembert que tu verras. C'est une répartition par réseau de distribution. Alors, surtout au quoi on assiste surtout à une augmentation, je parle sous le contrôle de Patrick, Céline, Sophie, etc. Ce que l'on a pu voir, c'est qu'on aurait une tendance quand même à une augmentation progressive par les agences online, avec pour certains un taux de croissance de 5%. Mais ce n'est pas toujours contesté, ce n'est pas toujours partagé, puisque certains nous disent que finalement, pas tant que ça, les gens continuent toujours à aller vers les agences qui sont des vecteurs de rassurance également, et qu'il y aurait même des transporteurs aériens qui auraient tendance à pousser vers les agences physiques en leur disant que là, au moins, ils auront un interlocuteur plutôt que par le web. Donc, dans le camembert qui est mentionné, on le retrouve. On a vu que dans l'e-assurance, on est aux alentours de 7,5 à 10% environ seulement. Hein. D'accord. Ok, merci. La deuxième question que j'avais eue, c'était, tu mentionnais beaucoup, Marc, le fait que l'assurance inclue avec ma carte bancaire quand j'effectue mes achats avec. Et ce que j'ai eu la chance de découvrir il y a quelques temps déjà avec Céline, c'était que ma carte bancaire, même si elle était pas mal, en fait, pour beaucoup des voyages que j'effectuais, elle me couvrait soit pas suffisamment, soit pas du tout, même correctement, on va le dire comme ça, suivant les destinations, je précise bien. Mais que ça, finalement, si je n'ai pas quelqu'un qui est du domaine qui me l'explique, c'est invisible pour moi. Alors, j'imagine pas pour l'acheteur lambda qui va aller prendre son voyage au moins en ligne, voire peut-être même dans l'agence. Dans l'agence, on va peut-être penser à lui dire, c'est peut-être pour ça que d'ailleurs, il y a un taux plus important. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de mettre ça vraiment en évidence au travers de tous les réseaux de distribution? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Alors, je vais peut-être répondre, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Bon, je crois que l'un des acteurs de l'étude, j'en suis certain, je pense qu'il le confirmera, a fait quelque chose d'intéressant. C'est que quand tu achètes ton assurance voyage sur Internet, à la fin, dans ton parcours utilisateur, tu as la possibilité dont tu renseignes ta carte bancaire. Et là, tu as quelque chose qui apparaît en disant « Êtes-vous sûr d'être bien couvert par rapport à votre carte bancaire ?»
Et donc, tu mets ton numéro, le type de carte bancaire que tu as, et là, ils te disent le type de garantie probablement que tu as. Et là, ils te proposent des garanties complémentaires. Donc, c'est un exemple intelligent d'explication de ce que couvrent les cartes bancaires. Ensuite, là, c'est l'assurance est victime aussi de Doxa, où on dit que les assureurs se couvrent tout dans une carte bancaire, on dit un peu tout et n'importe quoi, et les consommateurs sont des fois mal informés par des acteurs qui ne sont pas de l'assurance tout court. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est peut-être pas simplement de donner des faits entre qu'est-ce que couvre ma carte, qu'est-ce que peut couvrir l'assurance, parce que ça, finalement, le faire ressortir un peu, mais c'est peut-être aussi m'expliquer pourquoi, pour telle destination, j'ai besoin d'être mieux couvert. D'où Ça le va rôle plus loin que la simple récupération d'informations. Ouais. C'est ce que je veux dire. C'est pour ça, dans l'étude, on cite des blogs, on cite des acteurs qui misent beaucoup sur des blogs de voyage, qui communiquent aussi sur le fait que les coûts d'hospitalisation, par exemple, on cite l'exemple d'une personne dont le coût de rapatriement était de 150 000 € suite à un accident en Corée du Sud, les coûts d'hospitalisation aux États-Unis. Donc, il y a des blogs où les assureurs se positionnent aussi en termes de partenariat à travers des influenceurs. Je pense que le marketing digital, qui est extrêmement coûteux quand on passe par Google, etc., a tendance petit à petit à se déplacer vers l'utilisation de réseaux sociaux et de quelque chose de très spécialisé. D'accord. Merci Marc et merci Alexandre pour ta question. Je vais donner la parole à Monsieur Reibenberg s'il m'entend. Je vais lui activer son micro. On vous entend. Vous avez fait plusieurs remarques pendant la réunion. N'hésitez pas, les interlocuteurs vous écoutent. Bien, alors, moi, je pense qu'il y a quand même un hiatus important. C'est qu'aujourd'hui, les compagnies d'assurance avec lesquelles je fonctionne, moi en tous les cas, m'ont toutes apporté des garanties pour lever les exclusions Covid, de pandémie, virus, appelons-les comme on a envie de les appeler. Donc, aujourd'hui, ça y est, c'est fait. Le seul problème, c'est que elles ne servent pour l'instant pas à grand-chose, puisqu'on ne sait pas où aller, ni quand, ni comment, ni avec qui. Mais en tous les cas, c'est bon, ça y est, c'est fait. Donc, si un jour, il y a des voyages qui peuvent se faire de manière fluide et simple, nous avons des produits pour répondre aux clients. Voilà. Merci pour cette précision. C'est toujours bien. Sophie, peut-être que tu veux prendre la parole. J'ai vu que tu avais ton micro. Juste une remarque, parce que Patrick a remercié les membres de la fédération qui ont participé à l'étude en introduction. Il a remercié également le Club Med qui n'était pas membre de la fédération et qui a participé gentiment à cette étude. Je voulais aussi remercier, du coup, puisque M. Reibenberg vient de prendre la parole, Présence Assistance Tourisme qui a également contribué à cette étude et c'était important pour nous. C'est bien, le rappel a été fait. Merci beaucoup, Sophie. Je crois que nous avons une question ou remarque de Vincent Soquet. Alors, je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir s'il est toujours connecté. S'il m'entend, il peut allumer son micro et il peut poser sa question ou faire sa remarque. Sinon, je le fais à sa place. Est-ce que vous êtes là, Monsieur Soquet? Ok. Je pense qu'il n'est pas là. Je vais le faire à sa place. Nous disait dans le chat… Ah, si, je l'entends. Oui, non, oui. Ok, je vais le faire à sa place. La couverture et la clarté est pour moi, en effet, à travailler, car sûr d'avoir plusieurs couvertures, mais sans le savoir vraiment. Et ça, le doublon de couverture, est-ce que c'est un problème récurrent, notamment dans l'affinitaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler sur ce sujet? Marc, est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué dans ton étude? Alors, on ne m'en a pas parlé, on ne pouvait pas tout traiter. Ma foi, on a traité aussi ce qui ressortait soit chez les interlocuteurs, soit ce qui nous interpellait. Alors, il y a une tentative à ma connaissance, et n'hésitez pas à me corriger si je fais fausse route, c'est par exemple Fluo qui proposait aussi cette notion de comparaison pour éviter les doublons. Et avec certaines, donc, on a vu qu'il y avait un intérêt, mais que quelque part, les consommateurs, des fois, on fantasme aussi l'intérêt des consommateurs, si vous voulez. Donc, il y a un vrai sujet peut-être de doublon, mais je pense que le juge de paix, c'est le sinistre. À la rigueur, on s'en fout un petit peu, excusez-moi, par rapport à la question de 2-3 euros, si on a 2 fois une garantie qui vous couvre, si c'est une question de quelques euros. Par contre, c'est encore une fois ce qu'on appelle l'efficacité opérationnelle qui compte, et pas que dans les sinistres. Je peux peut-être compléter. Ouais. Je voulais juste prendre la parole 2 minutes sur ce sujet pour compléter. Je pense que ce sujet
est un sujet qui constitue le marché même de l'assurance voyage, hein, c'est-à-dire que le fonctionnement de l'assurance voyage, il est fait effectivement par un système de contrats d'assurance en inclusion dans les cartes, en complémentaire optionnel. Donc le marché de l'assurance voyage est constitué effectivement de plusieurs, on va dire, couches d'assurance voyage, donc ça en fait sa définition propre. Il n'empêche que ce sujet, en effet, est un sujet qui quand même est très d'actualité, notamment au niveau réglementaire. On parlait du rapport UIOPA, et dans ce rapport, notamment, est indiqué ce sujet, c'est-à-dire comment améliorer la transparence au niveau du consommateur et faire en sorte qu'il ne souscrive le contrat d'assurance qui lui correspond sans avoir besoin d'avoir des doublons de contrat d'assurance. Donc, c'est un sujet, je pense, que l'ensemble des acteurs, pour lequel l'ensemble des acteurs aujourd'hui travaillent, en augmentant aussi bien la communication et la transparence sur les produits qui sont inclus. Les cartes bancaires ont un gros travail et le font en termes de communication auprès de leurs consommateurs. Les distributeurs, effectivement, systématiquement, ont une forme d'obligation dans le cadre réglementaire de parler de la couverture d'assurance par rapport aux cartes, par exemple. Et en effet, pour confirmer ce que disait Marc, certains outils ont été mis sur le marché, Fluo étant un exemple, pour comparer sa couverture de carte. Donc oui, c'est un sujet qui existe. Oui, il constitue le marché de l'assurance voyage dans son ensemble. Et oui, en effet, il y a un travail qui est mené de transparence, d'explication et puis, je dirais, de pédagogie au niveau du consommateur final. Et là-dessus, je termine moi juste là-dessus, c'est un des travaux qu'on a souhaité mettre en place l'année dernière, qui était un travail de communication, et je pense qu'on va continuer sur cet enjeu l'année prochaine pour augmenter la visibilité de l'assurance voyage au niveau du consommateur final, parce que finalement, le sujet de fond, c'est aujourd'hui comment mieux capter et mieux expliquer ce qu'est l'assurance affinitaire et l'assurance voyage au consommateur final. Tu veux rajouter quelque chose? Merci Céline. Oui, par exemple, prenons l'exemple du Covid. De la Covid, en fait, la difficulté qu'il y a eu dans la compréhension de ce qui s'est passé et des réclamations, c'est que les gens souhaitaient être rapatriés en prévention. Donc pour eux, quelque part, ils avaient pris une assurance voyage en pensant qu'il y avait une pandémie. C'était un facteur d'urgence. Ils ne savaient pas s'ils étaient contaminés, pas contaminés. Ils voulaient rentrer. Or, c'est ce type d'exclusion qui existait. C'est-à-dire on pouvait être rapatrié si on était souffrant du Covid, si on avait déclenché les symptômes. Et donc, c'est typiquement des choses qui sont un petit peu le diable est dans le détail, qui créent des fois un petit peu des incompréhensions. Peut-être un point, oui. C'est vraiment un sujet intéressant, la notion de doublon, puisque ça apparaît dans tous les sujets de type affinitaire, et on en parle à chaque fois. On a bien vu que dans les préoccupations des consommateurs, l'une des préoccupations, c'était la prise en charge lors du sinistre. On peut avoir la garantie, mais ça peut être complexe à mettre en charge, à mettre en relief. Ce que je veux dire, c'est que si on prend par exemple une autre garantie qui n'a rien à voir, c'est la garantie en cas de location d'un véhicule. Les cartes bancaires couvrent en partie ce genre de choses. Et pourtant, plein de Français, plein de consommateurs utilisent le rachat de franchise lié du loueur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils savent qu'après, c'est plus compliqué de faire jouer la carte bancaire et ça prend plus de temps et ça veut dire qu'on devra éventuellement faire une avance de fonds, etc. Et donc, ce qui est hyper important, c'est de voir quel type de garantie, comment elle joue et quelle est la rapidité et l'efficacité. C'est pour ça que parfois, on a plutôt intérêt à prendre une garantie de type agence, etc., parce qu'on sait qu'elle jouera peut-être mieux qu'une garantie contenue dans un autre support. Il faut faire attention à tout ça. Et je pense que, comme le disait Céline tout à l'heure, il est important d'être très clair sur les garanties et d'être aussi très clair également sur la façon de faire jouer ces garanties et les délais d'indemnisation. Lorsqu'on a parlé en 2012 du label FG2A, on avait un des items qui était la gestion des sinistres et le timing de gestion des sinistres. En gros, les engagements que prenaient les acteurs pour indemniser une personne qui a subi un dommage ou un sinistre. Voilà. C'est vraiment assez complexe la notion des doublons, tant sur l'étendue que sur la façon dont sont gérés les sinistres. Merci beaucoup. Alors, je vois que Vincent est ici. J'espère que la réponse lui convient. Je vois qu'il a allumé son micro. Vincent, vous voulez peut-être ajouter ou compléter votre question? On vous entend. Non.
On ne vous entend pas. Bon, je vous propose de continuer. Il y a d'autres questions. Je ne sais pas qui pourra peut-être répondre à celle-là. C'est une question de rentabilité. Une personne qui nous demande si aujourd'hui les assurances affinitaires et notamment les assurances voyage sont rentables en termes financiers, mais aussi en termes d'image. Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans une explication de texte sur la rentabilité de ce type de garantie? Patrick, vas-y, je t'en prie. Tout dépend. La question, c'est de savoir, de façon générale, les assurances affinitaires sont rentables, mais après, la question qu'il faut se poser, c'est pour qui. Et il faut bien dissocier la chaîne de valeur. Et c'est vrai que, eh bien, on parlait tout à l'heure des commissions. Encore une fois, je pense que la commission, c'est une question qui nous avait été posée dans le cadre d'une conférence où Bernard Delas était là, en disant à partir de quel moment la commission est adaptée. En fin de compte, la commission est adaptée lorsqu'on peut en parler, lorsqu'on peut le dire très clairement et en public, je prends tant de commissions parce que c'est la contrepartie de la distribution, d'un travail, etc. Lorsqu'on a du mal à en parler, c'est qu'il y a un côté un peu tabou qui pose un peu problème. Donc, oui, c'est rentable. Tout produit d'assurance affinitaire est rentable. Tout dépend pour qui. Et l'arrivée de la DDA avec la gouvernance produit, etc., rend un peu solidaire l'ensemble des parties prenantes et donc on doit tous être directement concernés par la valeur que le produit peut apporter à la chaîne de valeur et aux consommateurs. Céline, j'ai vu que tu avais allumé ton micro, si tu veux ajouter oui, quelque non, chose. je l'avais gardé, mais je pense que j'ai rien à ajouter aux commentaires de Patrick, auquel je souscris complètement. Très bien. J'ai une autre question sur la systémisation. Est-ce qu'on doit systématiquement vendre une assurance voyage à chaque fois qu'on prend un voyage? Est-ce qu'on doit absolument vendre ça en inclusion? Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur cette question? Oui, je vais bien prendre la parole. Ouais. En inclusion, alors évidemment, aujourd'hui, l'assurance affinitaire est proposée de façon plutôt optionnelle. D'ailleurs, voilà, c'est bien comme ça qu'elle est en tout cas dans la distribution, on va dire, dans le tourisme notamment, proposée, et dans le cadre du Code du tourisme aussi, où on a une obligation de proposer en tout cas un produit d'assurance voyage. Donc aujourd'hui, une agence de voyage a l'obligation, dans le cadre de l'exercice de sa fonction, de proposer ou en tout cas d'informer et de proposer un produit d'assurance voyage. Donc voilà, la question qu'on peut, je ne sais pas, la question qui était vraiment induite derrière, c'est peut-être un lien avec la notion d'inclusion systématique dans un produit, sans voilà, remonter à des temps trop anciens, mais enfin néanmoins le marché de l'assurance voyage affinitaire a vraiment décollé dans les années 91 avec la mise en place de ces produits d'assurance rendus optionnels par la loi et auparavant étaient inclus, c'est-à-dire qu'on avait effectivement des produits d'assurance qui étaient inclus dans les produits de voyage. Voilà. Aujourd'hui, certains opérateurs et marques l'ont cité, en tout cas en visibilité, j'en fais appel à des gens comme Booking, proposent des produits d'assurance gratuite. Alors, ce n'est pas vraiment de l'inclusion, ce n'est pas vraiment de l'auto-assurance, mais voilà, mais on a une forme d'inclusion du produit d'assurance. Est-ce que c'est la tendance demain? À mon sens, en tout cas, c'est des sujets d'évolution des marchés d'assurance. Et peut-être en effet que les produits d'assurance voyage aujourd'hui vendus essentiellement de façon optionnelle pour évoluer sur des systèmes d'inclusion. Je pense que c'est un petit peu tôt. La notion du post-Covid, de la nécessité en tous les cas de rassurer le voyageur et de l'accompagner dans ses déplacements au sens large peut peut-être poser la question de l'inclusion demain. Mais à ce stade-là, c'est beaucoup trop tôt. Merci beaucoup Céline. Patrick, tu veux rebondir? Non, je suis d'accord, mais effectivement, il va y avoir certainement des changements. Je fais un peu de teasing, mais demain, vous verrez, on a une étude qui sera sur RTL demain avec un certain nombre d'indicateurs sur ce que pensent les Français en termes de consommation, y compris pour l'assurance. Donc, je vous invite demain à regarder ça. Et puis, c'est vrai que c'est important aussi de bien expliquer, de laisser le choix au consommateur. Pourquoi? Parce qu'on est sur des garanties et il faut que le consommateur se rende compte quand on achète un voyage, on achète du plaisir, mais on achète aussi quelque chose qui peut générer
des risques. Et c'est important de les comprendre, c'est important de les gérer et c'est important d'acheter la garantie adaptée. Trop souvent, on a tendance à vouloir mettre tout en inclusion, avoir toutes les assurances ou les garanties, etc., que l'on peut trouver. Et en fait, compte, ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc, il faut vraiment être dans une logique d'éducation du consommateur. Et on se rend compte qu'en matière d'assurance, d'assistance, de service, il n'est pas franchement éduqué. Et c'est un travail que, comme le disait Céline, que Céline a commencé au sein de la fédération déjà cette année et qui va perdurer, parce que c'est notre job aussi à nous de faire prendre conscience des risques, des solutions pour couvrir ces risques-là. Merci beaucoup, Patrick. Une question, cette fois-ci, je pense, sur l'étude plutôt stricto sensu, donc qui va s'adresser à Marc. L'assurance voyage n'est-elle pas en avance par rapport aux autres secteurs de l'assurance affinitaire? Question pas facile. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'en faisant l'étude, d'abord, ce que j'essaie de comprendre, c'est en quoi l'assurance affinitaire tout court, qui est au cœur de la consommation et des évolutions sociétales et de consommation, nous renseignait. C'est pour ça qu'on parle plusieurs fois de vigie, qui est annonciatrice de changement. J'ai trouvé qu'effectivement, l'assurance voyage était dynamique. Et dynamique parce qu'elle affût de toutes les nouvelles technologies, de l'information, comme on l'a mentionné, de l'importance de bien expliquer les garanties. Donc, c'est un secteur que j'ai trouvé extrêmement dynamique, mais aussi c'est un secteur dynamique parce qu'il est tendu, comme on avait vu que les ratios combinés quand même sont de l'ordre des fois souvent autour de 100%. C'est, encore une fois, c'est comme j'ai pu le voir en Haïti, je vous ai donné les exemples de ce pays ou dans d'autres pays où j'ai pu intervenir, c'est que quand c'est tendu, c'est une question de survie d'innover. Les innovations viennent souvent des marges et de là où c'est difficile, hein, sinon on meurt. Et donc, du coup, oui, j'ai trouvé personnellement que l'assurance voyage, on voit que la blockchain, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il se passe des choses intéressantes là-dessus. Donc, j'ai trouvé quand même très, très stimulant. Pardon, j'avais coupé mon micro. Merci beaucoup. Une autre question qui va faire référence à un passage que tu as mentionné, Marc, qui dit « On est frappé par le manque de projets d'intelligence artificielle et de big data dans ce domaine. Que faites-vous des data ?» Et en effet, la question des données aujourd'hui, est-ce qu'elles sont assez exploitées par les opérateurs de l'assurance voyage? Est-ce qu'on peut faire mieux? La question de la data, elle est évidemment dans tous les secteurs de l'assurance. Je vois que Céline a allumé son micro. Est-ce que tu veux rebondir? Oui, je viens. Je te vois sceptique. Ouais, non, je viens. Non, pas du tout. Au contraire, d'ailleurs, je l'avais indiqué dans mon introduction. Pour moi, ça fait partie des grandes tendances. On parlait des changements à venir et notamment la big data et l'analyse de ces data et la mise en œuvre de produits d'assurance voyage beaucoup plus adaptés contextuellement par rapport aux cibles derrière. Je pense qu'aujourd'hui, en effet, ce n'est pas encore très développé parce que ça demande un très gros investissement derrière. Donc, seul, à mon sens, des acteurs qui ont la taille et peuvent se permettre d'investir sur ces sujets, ils travaillent vraiment fortement, ou des spécialisations ou alors de petites start-up qui se sont spécialisées sur ces sujets. Je pense que c'est de toute façon l'avenir très clairement moi, de l'assurance voyage, tout simplement parce qu'il y a un fort besoin d'une façon générale dans la consommation de personnalisation, d'attente de data calée à son besoin. Donc oui, en effet, c'est peut-être en retard. En tout cas, deux très grands groupes ils travaillent fortement et notamment pour mettre en place des produits d'assurance, de services, globalement de protection du consommateur pendant son déplacement, adaptés parce que la génération qui arrive, et on le sait, les études on les retrouve partout, attendent de toute façon d'avoir des produits qui soient adaptés sur demande. Et donc qui seront forcément liés à l'aspect contextuel et l'analyse des data, il fait partie. Donc ça veut dire investir sur les hommes avec des spécialistes de ces sujets, les data analystes, investir sur des outils aussi, donc pour demain y répondre. Donc oui, il y a sans doute un peu de retard. En même temps, comme Marc l'a dit, je pense que c'est un secteur dans l'affinitaire qui est très dynamique, plutôt en avance, qu'il a toujours démontré, et ces sujets-là, pour moi, sont les secteurs d'avenir. De l'assurance voyage. Marc, est-ce que tu veux rebondir? Non, je crois que là, beaucoup de choses ont été dites. Simplement, on parle beaucoup. Pourquoi je suis tout à fait partisan et personne ne vous dira qu'il faut de l'opacité dans les contrats et dans l'absence de clarté. C'est comme on veut tous de la prévention.
c'est la même chose pour la clarté, la lisibilité. Sauf un gangster vous dira oui, il faut que ce soit opaque. Donc, comme aucun des assureurs avec qui on travaille ne sont des gangsters, donc ce n'est pas le cas. Par contre, il ne faut pas sous-estimer l'importance de biais cognitifs chez les assurés et les consommateurs. On a parlé de l'absence d'éducation de l'assurance. Vous voyez bien que la notion d'assurance jusqu'au lycée inclus, voire après, c'est totalement passé aux oubliettes dans les cours d'économie de tous les bacheliers. On n'en parle pas. Ensuite, il y a un biais cognitif qui se passe, c'est que on a beau faire beaucoup d'efforts et on travaille sur ces sujets au-delà de l'assurance voyage, sur plus de transparence, de pédagogie, de communication dans les réseaux de distribution. Il y a un biais cognitif que l'on a pu voir sur le Covid, sur la Covid, et je le cite en introduction, c'est le biais de l'optimisme. C'est-à-dire que c'est Hervé Flancard qui a beaucoup réfléchi sur ces questions-là, des biais, c'est que la tendance que possède chaque individu à considérer que la probabilité qu'il a d'être personnellement touché est moindre que celle des autres membres du groupe auquel il appartient. C'est un grand classique. Pour les gens qui habitent près de centrales nucléaires, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites, vont tous vous dire qu'ils sont moins exposés que celui qui est juste au pied de la centrale nucléaire. Et pourtant, ils sont à 2 kilomètres. Donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer non plus ça. Et que la question, c'est est-ce qu'il y aura des changements majeurs ou pas par rapport au Covid. On voit que ce qui se passe à travers des deuxièmes vagues ailleurs ou autres, les gens ont du mal quand même à bien appréhender les risques. Et c'est une dimension extrêmement psychologique qui intervient et qu'on ne maîtrise pas toujours, y compris dans nos modèles techniques et financiers. Donc, je pense que c'est quelque chose, les assureurs aussi gagneraient à travailler, à dépasser le cadre purement, ils le font de plus en plus, le cadre purement technique et financier et statistique. Je pense qu'il se passe des choses en termes de comportement qui est extrêmement important et l'assurance voyage a une dimension extrêmement forte en termes de symbolique et de projection. Merci Marc. Vincent Soquet a une nouvelle question. Nous allons refaire une tentative. Vincent, si vous voulez connecter votre micro, on va essayer de vous entendre. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est top. Allez-y Vincent, donc, posez votre question. Bonjour à tous, donc désolé pour les problèmes. Merci Céline pour tes éléments en complément par rapport au marché. J'avais juste une question en rebond par rapport à ce que tu évoquais sur l'apport et l'approche data, B2B, IA, etc. Le marché de l'assurance voyage, est-il un marché qui est plutôt en B2B, B2B2C ou B2C? Alors, là, c'est au niveau de l'étude, je pourrais laisser la parole à Marc pour compléter en termes de chiffres général. C'est vrai que le marché de l'assurance voyage s'est créé sur un modèle plutôt B2B2C, c'est-à-dire avec de l'intermédiation, courtage, distributeur de voyage. Il se développe assez fortement en B2C. Il reste alors une forme de B2B, on va dire, si on considère que l'inclusion dans les cartes de crédit pourrait être du B2B, voilà, très présent. Donc, je dirais que globalement, c'est quand même globalement plutôt un marché B2B2C. B2B sur vraiment un domaine, à mon sens, plutôt financier, on va dire, et B2C qui est une petite partie aujourd'hui, mais qui se développe en effet assez rapidement en France, et très en retard, en tout cas, sur d'autres pays européens. Je crois que d'ailleurs Marc l'avait cité en introduction, quand on compare par exemple avec le marché anglais, la part du B2C par exemple est beaucoup plus prégnante. Voilà, donc c'est vrai que c'est des tendances qui font évoluer sur des marchés qui s'orientent plus sur le B2C, enfin qui se développent rapidement, on va dire plutôt sur le B2C. Voilà, après c'est des gros investissements, voilà, en contrepartie du marché B2B2C où on a plus des investissements de rémunération de l'intermédiation, on a des investissements qui se font plus sur évidemment les référencements sur les sites. Voilà, donc la tendance, on va dire, aujourd'hui, c'est B2B2C, B2B sur le domaine financier et le B2C qui se développe rapidement. Merci Céline. Et qui reste mineur encore aujourd'hui. Pardon, merci Céline. Marc, est-ce que tu veux rebondir? Non, je pense que tout a été dit là. Je pense que, si ce n'est que cette évolution, elle se posait aussi pour la première étude, dans le cadre de la première étude. Où on se posait la question, y compris au-delà même du B2B2C, du courtage. Est-ce que le courtage, comment il doit se réinventer pour apporter de la valeur ajoutée par rapport à une chaîne de procédures
l'enjeu, c'est la rapidité des traitements des dossiers, des pièces, etc. Et des fois, l'intermédiation, ça a beaucoup de plus. Et puis, des fois, ça peut ralentir aussi certains process. En plus, avec les plateformes technologiques, on peut un peu court-circuiter tout ça. Donc, c'est des questions qui se posaient, mais je pense que je n'ai pas plus à rajouter objectivement que ce qu'a dit Céline, qui est tout à fait juste. Ok. J'ai une autre question, Marc, encore sur le contenu de ton étude. Une question qui dit, après les GAFAM et les BATX, faut-il s'attendre à un développement de l'assurance voyage, notamment sur le continent africain, avec des acteurs de renom qui sont en train de monter? Quelle est ta vision? Alors, ma vision, j'aurais voulu l'avoir auprès de la FANAF. La FANAF, j'ai pas mal travaillé avec eux, c'est la Fédération des assureurs de droit africains. Sur plusieurs projets et j'ai souhaité les interviewer dans le cadre de l'étude et puis il y a eu la Covid qui est passée par là et là on n'a pas pu le faire. Est-ce que l'assurance voyage, oui, il y a quelque chose sur quoi on avait travaillé, c'est le tourisme médical. C'est plutôt le tourisme médical que j'ai pu voir, notamment par rapport à les classes moyennes ou supérieures qui émergent de façon importante en Afrique. Les structures sanitaires ne sont pas toujours au point, loin s'en faut, et que du coup, on se posait la question, est-ce qu'il fallait bien évacuer vers la France, voire vers le Maroc ou la Tunisie en termes de plateforme. Donc, on est un petit peu à la frontière. L'assurance tout court en Afrique reste faible, c'est environ moins de, je sais pas, c'est moins de 2%, je crois, en termes de mémoire, c'est au maximum un taux de pénétration de 2%, 1,5%, 2% en termes d'assurance. Donc, ça reste encore très faible. Il y a des progrès manifestes, des progrès technologiques qui sont faits également, qui sont très forts. Mais pour l'instant, voilà, c'est comme pour Haïti où on en parle, où les gens vont prendre une assurance voyage parce que ça fait partie des conditions indispensables pour voyager. C'est une obligation, c'est une taxe. On prend le strict minimum. C'est ce qu'on voit dans l'interview que l'on a menée en Haïti et qu'on retrouve aussi dans beaucoup de pays d'Afrique. Ensuite, l'Afrique, c'est très large, puisque là, je vous ai parlé de ce taux, mais si vous regardez l'Afrique du Sud, c'est un immense marché. Donc, l'Afrique, c'est un continent gigantesque avec une diversité de situations. Très bien. Une question sur l'intermédiation et l'avenir du courtage, tu en parlais justement juste avant, au regard des plateformes digitales et des marketplaces qui se montrent de toutes parts. J'en ai pas forcément en tête là comme ça. On me demande qu'en pensez-vous? Est-ce que ces marketplaces, c'est l'avenir justement de l'assurance voyage? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette question? Céline? Oui. Oui. Pardon. Un problème de micro, voilà. Alors, moi, je pense qu'en effet, vraiment, je parle à titre personnel, en dehors de mon lien avec l'entreprise que je représente, mais sur le marketplace, en effet, je crois que je faisais le lien avec le développement du B2C, donc la capacité du consommateur à souscrire lui-même sa propre assurance. Je pense en effet que en termes de développement, le B2C en France, donc là on est vraiment sur un marché français, on va dire d'une façon un peu même plus large européenne, va continuer de se développer et le marketplace fait partie évidemment du schéma de développement du produit affinitaire assurance voyage. Voilà. Après, les investissements sont lourds. On connaît la capacité d'investissement liée en fait au montage financier d'un produit d'assurance voyage. Donc voilà, tout ça, ça doit rentrer dans un contexte, on va dire, économique qui puisse tenir la route. Donc oui, le marketplace devrait continuer de se développer. Est-ce que demain, les clients finaux seront sans intermédiation? Très honnêtement, je pense qu'on a encore beaucoup de temps devant nous en termes d'intermédiation avant qu'on transfère sur du produit direct. Mais en tout cas, oui, bien sûr que c'est une tendance de fond qui ne sera peut-être pas forcément les produits qu'on connaît aujourd'hui, qui ne seront peut-être pas montés dans l'esprit de ce qui existe aujourd'hui, plus au niveau du service de la protection du consommateur, avec des produits sans doute beaucoup plus contextuels, j'y reviens, et puis sans doute dans des parcours clients également d'achat très très différents de ce qu'on a aujourd'hui. Le parcours d'achat tel qu'il existe aujourd'hui dans le parcours du voyage va continuer à mon sens d'exister parce que c'est quand même le moyen le plus simple d'accéder aux produits d'assurance voyage. Mais bien évidemment, le consommateur final sera de mieux en mieux averti, comprendra mieux et choisira en fonction de ses besoins et donc pourra, je pense en effet, oui bien sûr, aller sur les marketplaces demain.
Merci Céline. Patrick ou Marc, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Sinon, j'enchaîne sur la question suivante. Patrick, je vois que tu as allumé ton micro. Juste pour dire que non, je n'ai rien à ajouter par rapport à ça. Je pense qu'effectivement, Céline a tout dit. Donc, voilà. Pas de problème. Marc, pardon, excuse-moi. Oui, peut-être que juste pour les marketplaces, ça nous renvoie à l'écosystème aussi des services, de la mise en relation et de la qualification des services. C'est quelque chose que l'on peut voir aussi au-delà de l'assurance voyage. Notre métier, c'est de couvrir l'ensemble des champs de l'assurance, comme Paul vous l'a mentionné. C'est la question des services et du modèle économique des services et des mises en relation, du ciblage, parce que des fois, on a une pléthore de services, de mise en relation, mais ne suit pas forcément la qualification. Donc, les outils technologiques peuvent facilement exister. Par contre, c'est toute l'animation d'un réseau qui peut poser question et ça dépasse le cadre de l'assurance voyage. Donc, on y va probablement, mais attention, il y aura beaucoup de contraintes également organisationnelles et de communication là-dessus et de suivi des sinistres. Merci Marc. Je regarde le temps qui file. Il nous reste encore quelques questions. Une qui concerne les porteurs de risques. Et on nous dit, au-delà des porteurs de risques traditionnels, les petites structures, type FinTech, Startup, AssureTech, sont-elles les mieux armées, plus adaptables à ce type de produit? Quid de la masse critique? Question de fin, patate chaude. Qui va répondre à cette question? Marc, est-ce que tu veux commencer? Et puis peut-être que ça débloquera tout le monde. Merci pour la patate chaude. Je suis désolé. Oui et non. Oui, parce que vous avez des acteurs déjà qui sont très réactifs. Et c'est vrai que quand vous créez des fois une InsurTech dans l'assurance voyage ou ailleurs, vous avez quand même de l'expérience du secteur traditionnel et maintenant la technologie a fait des bons colossaux. Donc ça c'est classique, hein, ça permet de court-circuiter les lourdeurs organisationnelles, administratives que l'on a dans les grandes compagnies. Maintenant, je pense qu'on aurait tort peut-être d'opposer une InsurTech et société classique qui travaillent aussi sur de l'innovation, sur de la transformation digitale. Ensuite, ça nous renvoie à la notion de la définition d'une InsurTech. Est-ce que Shift Technologie, Technologie, je crois, hein, qui travaille sur la fraude à l'assurance, en tout cas Shift, depuis des années que j'ai connu à leur départ, ils étaient quelques-uns. Vous voyez que maintenant c'est devenu quand même un acteur assez important. Doctolib, est-ce que c'est une InsurTech maintenant? On a tendance à le définir comme ça, et vous voyez qu'ils sont plus 5-10 employés. Donc oui, ils apportent des choses, ils s'imbriquent. Ensuite, des fois, et on en parle dans l'étude, des grands acteurs ne les voient pas forcément comme une menace parce qu'ils partent du principe que ça sera facile à racheter ou à copier éventuellement en reprenant des personnes qui viennent de ces structures, à intégrer. Donc, mais je ne suis pas totalement pour avoir une ligne de séparation très nette entre les grands groupes qui seraient des dinosaures et puis les InsurTech où tout est beau. Il y a des choses passionnantes qu'ils font, mais il y a de tout dans les InsurTech. Des choses formidables comme des choses regrettables. Très bien. Patrick a allumé son micro. Je le vois se prendre la tête. Non, pas écoute, j'écoute. C'est vrai que... C'est une blague. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que souvent, ces structures-là, les InsurTech, arrivent vite et sortent vite aussi du jeu parce que, on l'a bien vu, hein, certains ont eu des initiatives intéressantes, mais elles n'ont pas perduré très longtemps. Donc, chacun apporte sa contribution à l'édifice global. Mais pour tenir, il faut c'est vrai, avoir les capacités pour le faire. Parfois, effectivement, les grands groupes sont peut-être moins réactifs, mais réfléchissent plus et ont une expérience aussi qui leur permet de dire que certains sujets sont compliqués à aborder. Et comme les InsurTech doivent aller sur des sujets qui sont souvent soit pas suffisamment traités, soit un peu touchy, eh bien, elles le testent. Alors parfois ça marche, mais souvent quand même c'est compliqué. Et d'autant que dans l'assurance voyage, il y a la notion d'assistance et donc de correspondant à travers le monde. Et animer un écosystème d'assistance, c'est très coûteux, ça nécessite beaucoup d'expertise, de patience, de travail, de qualification. Donc, ça rajoute une couche supplémentaire. Donc, les InsurTech et celles qui performent, ce sont celles qui vont se positionner dans des endroits très précis, qui vont apporter vraiment une valeur ajoutée sur la chaîne de valeur. Très bien. Il reste 4 minutes à mon compteur. J'ai une dernière question avant de conclure, si cela vous va. Une question qui concerne le NPS.
Et la question dit, le NPS est une donnée relativement nouvelle chez les acteurs. Est-il objectivement mesuré? Point d'interrogation. Ne faudrait-il pas une instance externe en charge de la mesurer? Point d'interrogation. La CPR ira-t-elle jusque-là? Voilà pour la dernière question de cette matinée. Marc, la CPR, c'est peut-être un peu beaucoup. Céline, je te donne la parole juste après. Oui, clairement, on réfléchissait, y compris avec dans certains travaux avec le Cercle Lab sur cette question dans le cadre d'un club, marketing, je ne sais plus quoi, communication peut-être, c'était très riche, sur cette notion de palmarès, et ça renvoie à une autorité externe. Le NPS, ça renvoie aussi à ça. Bon, je pense que on n'a pas forcément besoin d'une autorité extérieure quand on est dans une entreprise pour voir les dysfonctionnements et voir comment on fait améliorer les choses. Le NPS, ça doit être d'abord une mesure d'efficacité, encore une fois, opérationnelle dans une organisation. Par rapport à la subjectivité, bien entendu, maintenant, c'est pour ça qu'on met aussi des indicateurs en place sur les taux de réclamation, les types de motifs, comment c'est outillé, est-ce qu'il y a des workflows qui permettent de traiter rapidement des dossiers. Je ne sais pas si j'ai l'autorisation de citer le nom, mais là, un acteur de l'étude me mentionnait qu'ils ont des délais d'instruction très courts de pièces reçues en fonction de la carte, des délais de moins de 10 jours. Ça fait partie des impératifs de cet acteur qui est très, très actif dans ce souci aussi de mesurer les indicateurs de performance et de satisfaction client. Donc, je ne pense pas que la CPR a son mot à dire, entre guillemets. Peut-être que je changerai mon avis dans quelques temps, mais c'est plutôt un indicateur d'efficacité pour une organisation et de fidélisation des clients. Merci. Céline, est-ce que tu veux rebondir sur le NPS? Non, alors rebondir non, parce que je suis assez en phase avec la remarque de Marc. Je pense qu'en effet, le NPS, déjà, ce n'est pas très récent. Je pense que, alors après, ça dépend peut-être aussi des acteurs, mais c'est une mesure d'efficacité de la performance qui existe quand même depuis un certain temps maintenant, dans en tout cas beaucoup de compagnies d'assurance, j'en suis sûre. Donc, ce n'est pas forcément récent, c'est effectivement une mesure d'efficacité. Je pense qu'en effet, ça fait partie aujourd'hui des enjeux des distributeurs, c'est-à-dire d'avoir des produits avec des qualités de la valeur ajoutée reconnues. Donc, c'est un indicateur de cette qualité ou de cette baisse de qualité, le cas échéant. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose qui doivent en tout cas être piloté forcément de l'extérieur par un organisme du type ACPR. Que ce soit suivi, constaté, oui, pourquoi pas. Maintenant, ça reste en effet pour moi un outil interne aux distributeurs qui permet de qualifier, de qualifier la performance en fait de leur offre tout simplement. Donc je rejoins assez Marc sur ce sujet et je pense que c'est un bon indicateur de la performance, de la qualité, vraiment. Merci beaucoup. Patrick, je vois que tu as allumé ton micro, tu vas ajouter quelque chose. Oui, donc je partage ce qui vient d'être dit, mais je pense qu'il faudrait mettre en place des règles un petit peu, parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a des NPS qui sont faits à froid ou à chaud, par exemple, et ça change énormément les choses. Et je pense que si on veut être en mesure d'agir sur ces différents éléments et de communiquer dessus, il faut un process à peu près similaire sur les différents segments, et deux, que ça soit auditable. Je pense que ça fait partie des choses qui, si on veut donner de la confiance, encore une fois, il faut qu'on parle de la même chose. Et encore une fois, dans le domaine du NPS, c'est pas du tout la même chose que de faire un NPS à chaud ou à froid, par exemple. On n'aura pas du tout les mêmes résultats. Et puis après, dans le panel, en fin de compte, des répondants, c'est pareil. Il y a des choses qui peuvent varier et on peut très bien sortir un NPS hyper favorable. Et si on le travaille différemment ou si on met des règles plus strictes, avoir un NPS beaucoup plus relatif. Voilà. Mais bien sûr que ce n'est pas à la CPR, je pense, de le faire. Par contre, peut-être que c'est à des organisations professionnelles telles que la nôtre que d'inciter à avoir des méthodes de NPS qui seraient bien délimitées. Merci beaucoup, Patrick. Juste avant de passer la parole à Sophie pour conclure cette matinée, je voudrais à titre personnel remercier Marc et Paul de chez Valmen et tous les membres de la FG2A, Patrick, Céline et Sophie. Et Sophie, je te laisse la parole pour conclure cette matinée. Eh bien, écoutez, moi déjà, ce que j'ai à dire, c'est que l'étude qui a été menée par le cabinet Valmen est vraiment une étude extrêmement riche
qui est très bien écrite, qui est très agréable à lire en plus. Donc, bien évidemment, le support de cette présentation et l'étude vous seront adressés entre aujourd'hui et demain. Donc, vous aurez tout ce qu'il faut en termes de contenu. C'est toujours un plaisir de travailler avec Céroni et avec Valmen Consulting. Et je remercie vraiment tous les membres, y compris ceux qui ne sont pas membres de la FG2A, d'avoir participé à cette enquête parce que sans eux, il n'y aurait pas eu d'études. On sait que c'est long, on sait que c'est chronophage de répondre aux questionnaires, de faire les entretiens. Et je vous remercie sincèrement d'avoir joué le jeu car c'est vous qui nous permettez aujourd'hui d'avoir des données quanti, chose qui nous manque cruellement dans l'affinitaire. Donc voilà, j'espère que vous passerez un bon moment à découvrir cette étude. En tout cas, moi, j'en ai passé un très bon. Donc, je vous souhaite une bonne continuation et une bonne lecture. À bientôt. Au revoir. À bientôt.